Bon alors, on est content parce que Nivrae, c'est ta deuxième émission, c'est donc la fin de ta période d'essai. Ouais, j'ai passé à Marvel maintenant. Bonjour et bienvenue. Bienvenue, dans ce 3e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, notre équipe de chroniqueurs vous propose d'explorer le... T'as dit 63 ouais, 13. Ah là là. Merci d'être précis. Moi j'ai l'impression de déjà vu, c'est bizarre. Déjà vu. Premier comics au travers de discussions et de revues sur une Pire grande intro. Non, bien, j'aime bien. C'est à cause de toi. Non, j'aime bien. Moi, c'est Eric pour animer tout ce fouillis. À côté de moi, il y a Adrien pour la réalisation. Oui, bonsoir. Ah, c'est vrai qu'il a toujours son micro. Il est que 1 maintenant. Ça te surprend? Ah, je suis plus 0,5 alors. Ah non, fallait écouter il y a 2 semaines. Il est passé un. On va tout de suite saluer les chroniqueurs de cette semaine. Il y a Nivrae. Salut. Donc bon retour pour ta 2e émission, ça va? Ouais, presque 2 de suite. Ouais. C'est la faute à qui? Je sais pas. On a aussi Ben. Oui, bonsoir Eric. Comment ça va? Bonsoir, va bien. Pourquoi cette voix de DJ? Moi j'aime bien. Moi. Pourquoi pas? Ah merci, je vais parler comme ça pendant toute l'émission. Ça va être spontané parce que t'es un focus en plus. Donc c'est pas comme ça va être super relou. Et Zef aussi, comment Salut ça va? Eric, comment vas-tu? Oula. Le mec il est Ça va pas? Il est sous Crystal Meth. Allez, ça va. Allez, on y va là. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Eric? Quel est ton poison? Dis-moi. J'en suis toujours au 2e livre de Game of Thrones. Attends, depuis 2 semaines. Toi, tu sais pas lire. Hein. Ouais, mais j'ai du Nul. mal. Enfin, dyslexie et tout. Bref, on a un programme. Dyslexie sur un truc qu'il écoute. T'imagines? C'est un groupe de musique, c'est très bien. On a un programme tout à fait sympathique pour vous. 3 revues, Wayward, Man-Thing et Moon Girl and the Devil Dead Dinosaur. Donc ça fait 3. Hein, Non, c'est pas Devil Dead Dinosaur. Hein. C'est quoi? C'est Devil Dinosaur. Et j'ai dit quoi? Il est pas dead. Il est pas dead du tout. T'as Double. dit Devil Dead Dinosaur. Double. T'as dit Devil Dead. Moi je dis Devil Dead. Arrêtez. J'ai pas lancé le chrono, bordel. Voilà, putain. Bah ça fait à peu près 2 heures qu'on a commencé là. Voilà. Environ. On recommence. Et leur Lébule nous emmènera à l'art ludique pour découvrir l'exposition. Donc le focus, non. Focus, on s'en bat les Non, couilles, alors c'est clair. ça. L'art C'est de quoi, DC, Love des super-héros et le focus Qui aura sera lieu dédié Avant. au Vas-y, roman fais-le en graphique revue avant. de Twilight Children. Là, il reste 2 auditeurs là. Hein. Ah, mais c'était pas le film. Ah non. Merde. Sans vampire. Ah, il s'est sans tapé du vampire. vampire Oh brillant. putain. Interagissez avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, @ComicsOutcast, et venez discuter dans notre groupe Facebook, le tout frais, tout neuf Bouya Comics Club, Bouya B-O-U-Y-A-H. Il est plus très frais maintenant. Ouais, ça y est. Ça fait un petit mois qu'il est. Oui, mais bon, on a toujours Ouais, des auditeurs qui, à mon avis, sont peut-être un peu timides d'y aller, mais n'hésitez pas, c'est un groupe fermé, mais on accepte quasiment tout le monde. Quasiment. Qui on a refusé? On a refusé Qui personne. on a refusé? Cite la personne J'ai qu'on a dû refusé. refuser Manuel quelqu'un sans faire Valls. exprès. Alors peut-être que d'ici à ce que l'épisode sorte, cette blague sera Ça sera complètement trop fort. éculée, mais aujourd'hui, elle est vraiment très drôle. Elle fonctionne. iTunes aussi, iTunes est un bon moyen de proférer votre amour envers l'émission que nous produisons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec iTunes? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il en Mettre- peut plus, le Qu'est-ce qu'il gars faisait, n'en là peut plus. Mettre des étoiles parce que c'est bien. Ouais. De mettre des étoiles. commentaires et des commentaires. Et des Ouais. commentaires, parce qu'en fait, je crois que tu peux pas faire l'un sans l'autre, étrangement. Hein? Pas grave, hein, si t'as aimé, tu commentes. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Ouais. Comics Outcast numéro 73. Moi j'aime bien. Ouais. C'est parti. Je sais pas, normal. Les revues, vous avez l'habitude maintenant. Si vous nous rejoignez pour la première fois, il s'agit d'une sélection faite par nos chroniqueurs de 3 comics. Nous lisons les 3 premiers chapitres ou feuillets indépendamment et nous nous retrouvons autour du micro pour en parler ensemble pour la première fois. Le premier comics dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de Conducteur Something. de Wayward et c'est Nivrae qui nous en parle. Vas-y. We first, Prums. Alors du coup, Wayward, c'est donc un comics qui vient de chez Image Comics. Moi, je pense que je suis abonné maintenant à Image Comics. Donc, il y a actuellement 20 issues qui sont sortis. Il y en a 21-22 qui sont prévus pour juin-juillet. Pour l'instant, il n'y a pas de suite annoncée. Donc, je ne sais pas si c'est les dernières. C'est sorti en France, chez Glénat. Donc, dispo en VF. Un premier tome de 160 pages. Donc il y a déjà de quoi lire. Donc Wayward, c'est un comics, donc scénario de Jim Zub.
Alors, les enfants, inconnu Oscar. pour moi, hein, mis à part son nom un peu chelou. Alors, Zub. Zubkavich. En fait, Zub, c'est son pseudo. Ouais, c'est son pseudo. Ouais, mais en France, ça le fait moins. quand même. Donc, du coup, c'est le créateur de Skull Kickers, que je ne connaissais pas du tout, Des chaussures squelettes. et qui a bossé aussi sur Samurai Jack. Ça me parle. Ça, c'est la Un peu qualité. plus Voilà. quand même. Allez, Geeko, ça il se réveille là. Au dessin, on retrouve Steve Cummings, qui a bossé sur Pantheon High. Il est venu, quoi. Oh, Entre c'est Zub et beau. Cummings. Arrête. Ouais, c'est vrai que- non, mais c'est c'est vrai. Zéphiriel. C'est J'ai Zéphiriel. rien fait, moi. C'est faux. Mais moi, Les j'aime bien- enfants. J'aime bien, moi. Mais je pense que c'est une très belle association des deux. Ah bah oui. Mais ils ne le savent pas. Désolé, j'arrête le Tu texte. devrais apprendre à parler français. Donc, Wayward, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un comics qui se passe au Japon. Donc, c'est déjà quelque chose qui est assez rare. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rory Lane, qui est une métisse un petit peu originale. Elle est mi-japonaise, mi-irlandaise. Donc, irlandaise par son papa, japonaise par sa maman. Donc, faut imaginer une japonaise rousse. Mais Donc- qui ne s'est pas teint les cheveux. Elle ne s'est pas Voilà, teint c'est- les cheveux. Donc c'est déjà elle part avec beaucoup de difficultés dans la vie puisque elle débarque au Japon en étant rousse, donc un peu originale dans un pays où tout le monde est brun et que l'originalité ça passe pas toujours très bien à l'école du moins. Et donc cette jeune fille, elle va se découvrir des pouvoirs. Et elle va se rendre compte que le monde autour d'elle, il est pas tout à fait normal. Et qu'il se passe plein de choses dans les ruelles de Tokyo. Entre autres, des espèces de monstres tortues avec des sabres. Et elle, qui pense être un peu seule dans cet univers, elle va rencontrer, au cours des premières issues, sa nouvelle et future équipe de super-héros. Donc les 3 premières issues, c'est vraiment la rencontre de 3 personnages. Donc on va rencontrer Ayane, qui est liée au chat. On va rencontrer Shirai, qui se nourrit d'esprit. Donc c'est toujours très dans la culture japonaise, malgré que ce soit un comics bien sûr américain. Des yokai ou je sais pas quoi, c'est ça? Voilà, et on va retrouver Nikaido dans la dernière issue, mais on en sait très peu dans la 3e issue, on le découvre un peu plus tard. D'accord. Donc j'étais que jusqu'à la 5e pour l'instant parce que j'ai pas réussi à m'arrêter. Parce que c'est le bon point que je trouve dans ce comic, c'est qu'ils sont très fans du bas de page où t'es obligé de tourner. Donc disons que ça s'arrête sur ah c'est bizarre, il y a un être humain qui commence à retirer quelque chose de son visage et il s'arrache la peau, qu'est-ce qui se passe? Donc t'as envie de tourner la page pour voir Ce que ça révèle. quel est ce mon avis, monstre. t'es déviante, mais bon, d'accord. Pas du tout. Donc, j'ai pas mal accroché. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les comics avec des personnages féminins parce que j'ai beaucoup plus de facilité. Alors, une tentative de high five de Zeb. J'ai beaucoup plus de facilité, en fait, à m'identifier au personnage. Peut-être qu'il va peut-être moins faire un high five. Et donc là, du coup, c'est clairement un personnage qui me plaît. C'est une espèce de nana un petit peu... elle fait un peu geekette, un peu détachée de tout ça. Elle est a beaucoup de habillée, recul. ouais, elle est habillée avec des chaussettes à rayures. Elle a toujours son casque sur les oreilles. C'est cette nana rousse au milieu de tous les brins japonais. Elle a l'air très fun, très cool, et elle a ses pouvoirs qui au départ on comprend pas trop ce que c'est. À un moment elle est perdue, elle a une espèce de route qui se trace avec un fil rouge. C'est très étrange, et puis au fur et à mesure ses pouvoirs se développent, on en apprend un peu plus. On a un petit peu de background aussi dans les premières issues sur qui elle est, d'où elle vient, un petit peu sur l'histoire de ses parents aussi, puisque un papa irlandais, une maman japonaise, Comment est-ce forcément, qu'ils se sont- voilà, c'est ça, entre les légendes de magie du Japon et peut-être des choses en Irlande, on se dit qu'il y a peut-être un mix de quelque chose là-dedans. Ouais. Et on a aussi sa vie d'écolière, puisque bien sûr elle va à l'école au Japon avec ce qu'est l'école au Japon, l'uniforme, les Les castes, les castes, on va pas exagérer, mais ou la sectarisation des voilà. les Et- gangs et compagnie. Oui. Et donc du coup, on découvre un personnage qui est assez complexe puisque elle aimerait être une jeune fille normale, mais elle est perturbée, c'est qu'il se passe des choses bizarres dans sa tête. Elle a du mal à faire la différence entre la réalité et la fiction, ce qui fait que il y a une scène dans les premières issues où elle se scarifie pour se dire là c'est bon, je suis dans la réalité. Elle a pris le je me pince pour me réveiller à l'extrême. Voilà, un D'accord, peu à l'extrême. C'est une scène que j'ai trouvé un petit peu bizarre dans le comics, mais ce qui fait qu'il est un peu classé en mature, si je me souviens bien. Voilà. Mais c'est très intéressant sur les 3 premières issues parce qu'on crée un personnage, enfin il y a un nouveau personnage qui débarque, on a un début de création d'équipe. Mais par contre, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que tous ces pouvoirs paraissent un petit peu apparus de nulle part et que c'est magique pour eux.
C'est genre, pas de souci, il y a un mec qui mange des esprits, tout va bien. Chaud, C'est normal. quotidien, quoi, ouais. Voilà, c'est ça. Il y a une meuf qui regroupe des chats qui se transforment à partir de chats. Pourquoi pas? En fait, c'est juste un petit peu le truc qui m'a gêné avec le comic, c'est que ça lui paraît normal d'avoir des potes comme ça. Il y a pas un effet de surprise, pardon, ou Bah, elle se pose demande pas qu'elle la est pas question. toute seule, quoi. Non, elle se pose pas la question. Disons qu'elle va aller. Tout de suite, ça devient ses potes, alors qu'ils sont quand même vachement chelous. Ouais. Qu'ils ont des pouvoirs vraiment bizarres. Enfin, ça lui paraît normal, alors que tous les gens autour d'elle ont l'air d'être des êtres humains normaux, tu vois, sauf ce groupe-là de gens bizarres. D'accord. Mais c'est ça qui m'a manqué, c'est qu'ils se posent pas la question de d'où ça vient, pourquoi t'as ces pouvoirs, d'où tu sors. Voilà. Et sinon, les côtés dessins, j'ai beaucoup aimé le character design. Je trouvais que les personnages étaient vachement beaux, vachement bien dessinés. Ce qui est aussi cool, c'est qu'on est au Japon, on est à Tokyo, et on retrouve vraiment l'espèce d'ambiance des rues de Tokyo. On retrouve plein de petits détails qu'on a vus, si on a été au Japon, bien sûr. Claire, attends. Ça fait 1 an, hein. Je m'en souviens encore. Et voilà, donc c'est très teenage, c'est très sympa. On sent qu'il va y avoir des sujets qui vont être abordés autour de son émancipation, le passage à l'âge adulte. Et autour de ça, on a toute la culture japonaise qui est assez rare dans le comics américain. Toi, Ben, as-tu été séduit par ce titre à l'allure un peu étrange? Pas trop. Pas trop? En fait, j'ai bien aimé l'approche. Je me suis dit tiens, un truc qui se passe au Japon, c'est sympa. Qu'est-ce qui va se passer? Les couves étaient assez jolies, donc voilà. Par contre, je trouve que ça se met en place très lentement. C'est-à-dire qu'on te fait découvrir cette jeune fille, elle est dans l'avion, etc. Elle arrive au Japon, elle raconte un peu sa life sans vraiment trop raconter ce qui s'est passé. En fait, elle explique la situation, mais sans rentrer dans les détails. Donc, tu te dis, ok, très bien, c'est que c'est pas utile pour l'instant, etc. Mais avec le recul, quand ensuite ça bouge un peu, tu te dis ouais, en fait on m'a pas raconté grand chose, et en fait un peu pour illustrer cette inégalité dont je vais parler, quand Nivrae a dit ouais, elle a des mutilations, en fait, c'est-à-dire, moi l'impression que j'ai eue, c'est elle a une vie un peu boring, bon ok, elle vient d'Irlande, etc. Elle est perdue dans une ville, bon ça peut être intéressant, mais je trouvais ça un peu chiant l'école, un peu chiant machin. D'un coup les pouvoirs magiques apparaissent, d'un coup elle est mutilée alors qu'elle avait l'air d'avoir eu une enfance un peu compliquée avec son père, mais on sait pas quoi, donc on s'est pas imaginé qu'elle était au point de se lacérer, tu vois. Donc en gros, on m'a pas permis de m'attacher au perso pour qu'au moment où je vois qu'elle a des scarifs, ou en tout cas qu'elle se mutile ou qu'elle a eu des soucis, je me dise ah putain ouais merde, la pauvre machin. En fait, tout arrive un peu comme un cheveu sur la soupe après une longue exposition qui pour moi ne m'a pas permis de m'attacher au perso. Tu vois, je suis pas contre les longues expositions si ça permet d'enrichir le perso, de le connaître et du coup de m'attacher, même si c'est en quelques pages, même d'y revenir, voilà. L'intrigue. Là, on m'a présenté juste la situation, c'est-à-dire qu'on m'a pas présenté vraiment le personnage, on m'a présenté la situation qui est présentée par elle, donc c'est elle le narrateur, etc. Mais ça m'a pas permis de m'attacher au personnage. Les personnages secondaires dont on a parlé, ils apparaissent d'un coup. En fait, pareil que les pouvoirs magiques, ils apparaissent pas vraiment sans raison, parce qu'on t'explique et tout, mais voilà, ils apparaissent comme ça, pas de souci. Il y a un mec que je connais pas à l'école qui a l'air dangereux, bah ok, ça va devenir mon pote. En fait, c'est même pas tant les idées qui me dérangent, c'est plutôt la façon dont c'est amené. Rien n'est expliqué, et ça me dérange pas quand les choses sont pas expliquées sur l'instant, si ensuite on y revient, ou en tout cas s'il y a une raison. Là, c'est juste, je sais pas, j'ai trouvé ça très inégal, et je trouve qu'on me raconte rien. Le Japon, j'étais séduit parce que bon, c'est un pays que j'ai vraiment envie de visiter depuis longtemps, Japan culture, etc. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on m'invitait à aller dans les rues comme t'as dit. Alors peut-être que c'est parce que toi t'as été au Japon et que tu reconnais des trucs, mais du coup je trouve que c'est dommage de justement pas donner envie aux gens. Moi, c'est l'impression que j'ai eu, surtout profiter de l'occasion d'être à Tokyo pour justement montrer. Surtout que à la fin de chaque issue, t'as un petit mémo, un petit truc sur soit les yokai dont t'as parlé, donc les créatures. C'est hyper intéressant, ça j'adore. Même à un moment, il y a un truc, je crois que c'est dans l'issue 2, où on te dit voilà, l'école ça se passe comme ça, c'est pas pareil qu'en Europe, etc. Donc c'est intéressant, mais du coup, j'ai plus été plongé dans la culture japonaise dans ces petites pages bonus en fait, que dans l'histoire elle-même, ou même dans les dessins de Tokyo. Donc je trouve ça assez dommage. Le côté des monstres, j'aime beaucoup. Voilà, les légendes, tout ça, j'en connais quelques-uns et c'est un truc qui aurait vraiment pu m'accrocher. Mais en fait, c'est pareil, ça arrive comme ça d'un coup, on sait pas. En fait, en gros, je vois pas l'intérêt de faire l'action se passer au Japon, sauf si c'est pour mettre des yokai justement, mais je trouve que c'est assez maladroitement amené. Dans Comic Vine, un site que je suis, il disait en gros Buffy nouvelle génération. Bah non, en fait, je suis désolé, dans Buffy, je suis désolé, mais la bande de potes, elle est construite, chaque perso est construit. Là, c'est pas le cas. Donc, ok, j'ai lu que 3 premières issues, mais j'aurais bien aimé que ce soit construit avant. Et juste avant de passer la parole à Zef, pour les dessins, le trait, effectivement, comme l'a dit Nivrae, est assez joli, c'est beau. Mais par contre, je trouve que la colorisation gâche beaucoup
trop les choses et l'ancrage inexistant. En fait, la mise en couleur, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait un peu, tu vois, quand tu lis des scans de manga genre Naruto, souvent t'as des pages bonus avec des mecs qui ont colorié et des fans qui ont colorié. Bah, je trouve que ça fait un peu ça. Donc, je trouve que c'est pas qualitatif et c'est dommage. J'aime pas. Voilà, le trait est joli, mais j'aime pas la colorisation. Et vu que l'histoire m'a pas retenu, je lirai pas la suite. Nivray, tu voulais rajouter quelque chose? Au départ, quand tu la vois débarquer de l'avion, débarquer dans la rue, c'est là où j'ai vraiment pensé, où là, moi, ça m'a refait penser au Japon. C'est parce que je me revoyais quand tu descends de l'avion, quand tu découvres les rues la première fois, parce que elle, c'est la première fois qu'elle y va. Et juste pour c'est vrai que je suis d'accord aussi pour le Buffy contre les vampires. C'est pas ça. C'est un peu exagéré. C'est pas ça. Zev, ton avis? En fait, je vais être un peu moins dur que Nekoto. Moi, j'ai vu un manga en fait qui était sous forme de comics, tout simplement en fait. Et c'est ça qui est peut-être un peu choquant dans la façon de le voir. Et parce que c'est colorisé, du coup, ça fait un peu bizarre. Sur le fond, moi, j'ai bien aimé l'histoire qui débute en tout cas. J'aime beaucoup Mirror Age, donc retrouver Face en rouge, en rousse sur le truc, je trouve ça cool parce qu'effectivement, la nana, elle a un pouvoir qui lui permet de voir des traits rouges qui lui permettent de voir en fait toutes ces solutions possibles, j'ai l'impression, de comment elle peut s'échapper, comment elle peut bouger pour esquiver un truc et tout. Donc c'est vraiment du Mirror Age. J'ai vu ça directement. Le côté, je trouve ça cool en fait qu'ils mettent des balises sur chaque texte quand il parle en japonais. C'est-à-dire que tout le oui, c'est pour dire que c'est traduit. Ouais, pour dire que c'est du, il parle en japonais en fait et que c'est traduit directement en anglais, donc du coup, ou en français. Mais du coup, t'as l'impression il s'embête du coup à faire de la balise tout le temps, sauf quand tu la vois pas. Du coup, ça vient de l'anglais et moi, je trouvais ça marrant. C'est un détail qui m'a fait rire. Après, au niveau de l'histoire, c'est de la Magical Girl. C'est pour ça que je parle de manga. En fait, pour moi, c'est une Magical Girl. En comics qui se découvre des pouvoirs, qui est pas vraiment surprise de les avoir et qui trouve ça cool et qui va en profiter, qui repère entre guillemets ses alliés potentiels et qui va directement, un peu comme Sailor Moon découvre ses alliés au tout début, va aller directement vers ses alliés et se lier d'amitié avec eux. Moi j'aime bien. Je pense que je vais pas suivre le truc directement, mais je pense que je prendrais un TPB par-ci par-là pour pouvoir le lire. Ouais. Donc pour toi c'est plus une question de point de vue, c'est-à-dire de partir avec plus l'angle. C'est un comics adapté pour le marché occidental. Alors, plutôt que l'inverse. Je sais pas, j'irai pas dans le pousser à se dire est-ce que le mec a voulu faire un manga mais il était aux États-Unis, il a pas pu le faire, je sais pas, mais moi j'ai vu un manga, ça se passe au Japon, c'est une Magical Girl, c'est complètement, même la dynamique du dessin dans les combats, elle est pas trop japonaise, elle est pas trop manga, mais on s'y rapproche un tout petit peu. C'est pas vraiment du comics parce que c'est pas la même dynamique, les coups sont pas retranscrits de la même façon, il y a moins l'impression de puissance qu'il peut y avoir dans les comics ou dans les mangas réellement, mais c'est ce qui tombe peut-être un peu à plat sur certains combats quand il y en a. Mais après, oui, pour moi c'est un manga façon comics et colorisé et plutôt cool. C'est pas foufou, mais ouais, j'aime bien. Après, je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça évoluera et j'espère qu'elle quittera le Japon et qu'elle étudiera l'autre partie de ses origines. Si je suis aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'au bout de 20, il se passe quelque chose. C'est long quand même. Oui, donc c'est chez Image Comics. C'est un petit. Effectivement, il y a 20 issues qui sont sortis. Ça a commencé en 2014, en août 2014. Et donc, c'est disponible à la fois en anglais et en français chez Glénat. On va passer à la deuxième revue de cette émission. Il s'agit de Man Thing. Et c'est Ben qui l'a choisi, qui va nous la présenter. Alors, Man Thing, c'est une mini-série en 5 issues. Ça a débuté en mars de cette année et ça ira jusqu'en août. Au scénario, on a R.L. Stine. Si le nom ne vous dit rien, en tout cas, en France, son œuvre la plus connue, c'est Chair de poule et les bouquins pour enfants de Frousse qui ont été adaptés en série télé. Ouais, de Frousse, ouais. C'est pas vraiment horrifique, quoi. C'est plutôt un truc de flip. C'est mignon, c'est les trucs où on joue à se faire peur. C'est cool. Exactement. Au dessin, on a German Peralta, que je ne connaissais pas, mais qui rentre dans le panthéon de mes chouchous, qui a bossé sur Agent of Shield ou sur Carnage ou dans l'arc Axis. Et à la couleur, on a Rachel Rosenberg. Je maintiens qu'on n'en parle jamais assez des coloristes et que là, il y a du joli boulot. Elle a bossé sur Spider-Man, Gambit ou X-Men. Elle a bossé aussi chez Image et chez Dark Horse. Et bien sûr, au cover, puisque c'est la première chose que vous verrez de Man Thing, c'est les couvertures. C'est Tyler Crook, c'est mon pote, c'est mon bro. Avec l'émission. J'aimerais bien. J'ai déjà essayé de le name dropper sur Twitter, mais elle répond pas. Harukunti, bien sûr, dont je vous ai déjà parlé. Donc, grosse brutasse, que ce soit le trait ou l'aquarelle, c'est grosse brutasse. Donc, je reviendrai après sur les auteurs quand j'aurai raconté un petit peu de quoi
il s'agit. Donc en fait, c'est une origin story. On nous parle de Ted Sallis. Alors, on va beaucoup parler de Swamp Thing, je pense, puisque c'est un peu le pendant Marvel. On rappellera pas l'histoire, mais c'est vraiment les deux persos ont été créés en même temps et il y a eu plagiat, etc., copie. On sait pas qui a copié, mais en tout cas c'est des gens qui se connaissent, donc voilà. Donc c'est un peu comme Swamp Thing, mais chez Marvel, mais pas tout à fait. Donc origin story, Ted Sallis, qui est un scientifique, il a créé en fait un sérum on sait pas trop quoi, mais c'est un genre de sérum de super soldat, tu vois, pour l'armée. Et en fait, au bout d'un moment, il regrette à la fin, il se dit merde, il est pardon, je l'ai pas dit, mais il est dans les Everglades, donc c'est les marécages de Floride. Il se dit merde, je vais changer. Enfin, il change d'avis. En gros, il se dit faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Il faut que je fasse quelque chose. À ce moment-là, il se fait backstab par quelqu'un et il se fait poursuivre par des gars. Il se fait quoi? Un backstab, donc poignardé dans le dos. Trahir. Trahir. Voilà. Excusez my English. Zéro mana, exactement. Voilà. Un mignon qui n'est pas. Et donc il va s'enfuir avec ce sérum. Allô, oui. Il va s'enfuir avec ce sérum en se disant que effectivement il faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Donc il se fait poursuivre par des malfrats et pendant la poursuite, il se dit qu'il en réchappera pas et que la seule solution pour que ça ne tombe pas chez les méchants, c'est de se l'injecter en fait. Donc il va s'injecter ce sérum dans les veines, il va tomber dans le marais et va en ressortir une créature monstrueuse, mi-animal, mi-végétal, mi tout ce que tu veux, mi-chose, mi-monstrueux, qui n'a plus vraiment de conscience humaine et qui réagit vraiment à l'instinct comme un animal, qui ne peut pas parler non plus, qui n'est pas assez intelligent pour parler. Voilà, va ressortir ce monstre des marécages. Mais ce qu'il y a d'assez rigolo dans cet issue 1, c'est qu'on ne commence pas par cette origin story dont je vais vous parler. Les premières pages de l'issue 1, en fait, c'est Ted Sallis qui est toujours sous la forme de Man-Thing, mais qui réfléchit et parle, parce qu'il a bossé pour ça. Il nous dit j'ai mis du temps à revenir à ma conscience, à pouvoir parler humain, et qui veut donc percer à Hollywood en tant qu'acteur qui joue son propre rôle dans des films de monstres. Ça dure que quelques pages. Ça dure 3 pages et c'est là que j'ai arrêté. Ah bah c'est dommage, c'est très très dommage, parce que justement après ce petit trait d'humour qui finalement sera beaucoup plus que ça, on apprend donc qu'il va retourner dans ses Everglades malgré tout, puisqu'il est rappelé à l'ordre par son côté animal, enfin son côté chosal, et il va se rendre compte que dans ces Everglades il y a un truc qui tourne pas rond, il y a des vautours alors que les vautours c'est plutôt dans le désert, il y a des chauves-souris le jour qui ne dorment pas, c'est chelou, il se passe des trucs chelous, il y a des alligators géants, des trucs comme ça, quelque chose ne va pas, et donc il va se rendre compte que la porte du nexus de toutes les réalités, chose qu'il est censé protéger. On nous le sert comme ça. Tu dis, ok. Bon, un petit coup de Google quand même. You had one job. Voilà, un petit coup de Google quand même. Donc c'est, son nom l'indique en fait, c'est un espèce de hub, un espèce de carrefour de toutes les réalités du monde Marvel. Et Man-Thing est censé protéger ça avec un pote à lui qui est un peu son mentor. Et donc il va se rendre compte que ce qui cause le bordel dans les Everglades, c'est que l'entrée du Nexus a été violée et qu'il se passe quelque chose et que c'est le bordel. Donc, voilà. Alors, le scénario, donc R.L. Stine, dès que... Alors, j'avais déjà vu la couve de Tyler Crook qui déjà s'était vendue, mais quand j'ai su que c'était R.L. Stine qui... je dis Stine, hein, qui était au scénar, le pro des monstres et des histoires qui foutent les boules, j'ai dit, mais mortel, meilleure recette possible. J'aime beaucoup Swamp Thing aussi, je l'ai déjà dit dans plein d'émissions d'avant. Le côté monstrueux, la créature du marais, etc. Toute la culture qui va derrière. Donc, j'étais méga chaud. On est vraiment dans le mythe du monstre, un peu le monstre du cinéma des années 50-60, la créature du lagon, tout ce genre de trucs, pareil que Swamp Thing. On est vraiment dans les codes, c'est l'homme contre l'animal ou contre la bête, c'est la crise d'identité, c'est la conscience par rapport à l'instinct, c'est le regard des autres, c'est toutes ces choses-là qui font un bon film de monstre. Enfin là c'est un comics pour le coup, mais c'est exactement la même recette. Il y a aussi la romance qui va se passer avec une jeune femme de son passé, et à ça est ajouté le côté un peu super-héroïque de Marvel. Il a un mentor, donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, qui est censé l'aider à protéger les marécages et finalement la réalité. Des petits twists héroïques, de genre de choses, de l'action qui vont en faire en fait c'est un super-héros quoi.
Et donc ce qui est assez jouissif, c'est qu'en fait on voit qu'il se fait vraiment plaisir, Steen. Il a envie d'écrire une vraie histoire de monstres. Il met plein de monstres factices ou pas d'ailleurs, parce que quand il est au tout début, quand il est à Hollywood, il y a aussi des monstres, même si c'est de papier mâché. Et c'est lui le narrateur. Et en fait, ça m'a beaucoup séduit. T'as vraiment l'impression de lire des bouts de romans quand tu vois les cases du narrateur. C'est genre, il rentrait dans les marécages et soudain, tu vois. Et voilà, je l'entendais comme ça dans ma tête, donc ça m'a vachement séduit. Ils sont partout. Et ils sont partout. Non, mais tu sais, non, mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est vraiment le truc, c'est vraiment le truc de monstre des années 60. C'est tu sais, genre limite derrière il y a le vent qui souffle, il y a des chauves-souris et tout ça. Donc j'étais vraiment dans ce mode-là. Et à la fin de ça, pour finir sur l'écriture, à la fin de chaque issue, R.L. Stine balance une petite histoire en 3-4 pages qui a rien à voir avec Mansing, mais c'est juste voilà une petite histoire un peu genre Conte de la crypte, ou même les histoires courtes de Corben dont on avait parlé. Voilà, il se fait juste plaisir. C'est des histoires qui finissent toujours très très mal parce que le héros a fait un truc qu'il devait pas faire et il est puni. Donc voilà, donc ça va jusqu'au bout du kiff. J'ai parlé des couvertures avec Tyler Crook, qui sont juste un bas de table. Enfin, je veux dire, je pense que personne sur cette terre ne peut dire que ce n'est pas beau et que ce n'est pas absolument magnifique. Peut-être que mes camarades le diront, mais moi je ne le dis pas. Beaucoup de covers alternatives, dont une de Frank Avila que notre ami Ketrus aime beaucoup. Et à l'intérieur, German Peralta, que je dis que je ne connaissais pas, mais que j'ai apprécié dès la première page. En fait, j'ai trouvé que les dessins ne sont pas les dessins, ils sont, comment dirais-je, il ne réinvente pas le comics, mais en tout cas, il a sa petite patte à lui. C'est hyper propre. Le trait est très très beau. Les proportions sont respectées, surtout les proportions de Mansing. C'est quelque chose d'assez pété, donc c'est plutôt bien maîtrisé. Donc voilà, je trouve que quand il y a des scènes de dialogue, je trouve que les expressions sont assez bien rendues. Quand il y a des scènes de baston, je trouve que c'est plutôt très dynamique. Les cadrages sont assez jolis et c'est vraiment il y a du mouvement, quoi. Il sait bien retranscrire le mouvement, et le design lui-même de Mansing qui existe depuis plus de 40 ans. Je trouve qu'il a réussi à se l'approprier et à en faire son Mansing à lui. Donc voilà, je pense que je vais lire jusqu'au bout, et je dirais même que ça m'a fait dépasser Swamp Thing, parce que ce que j'avais reproché à Swamp Thing dans le New 52 par exemple, pour en parler juste 2 secondes, c'est que on avait perdu ce côté monstre de cinéma, ou de ces monstres un peu dramatiques avec une destinée complètement dramatique, pour que ce soit vraiment un super héros. Il avait de plus en plus de pouvoir et c'était juste de la baston au bout d'un moment. Là on est vraiment retombé dans c'est une mini-série, mais on est vraiment tombé dans le côté dramatique. C'est vraiment l'humain maudit qui se retrouve sous la forme d'une créature. C'est tout le temps hyper dramatique, etc. Mais ça n'empêche pas que Mansing balance pas mal de blagues et qui fait plein de jeux de mots quand il se bat avec les ennemis. Donc voilà, donc c'est un gros oui pour moi, gros coup de cœur. Toi, Zef, quel est ton point de vue sur ce comics ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien. Non, j'ai beaucoup aimé ce comics. Je vais répéter un petit peu ce qu'a dit mon camarade Nekoto tout de suite là, mais la narration, en fait, c'est ce qui m'a vraiment plu dedans, en fait. Le côté effectivement un peu au coin du feu, en train de lire un bouquin un peu vieux avec les pages un peu jaunies qui sentent la poussière et ce genre de choses. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on catch tout de suite, en fait, sur les premières cases de narration où effectivement la créature rentra dans le bureau, et t'as vraiment un côté assez vieillot qui se prête bien à l'action, enfin qui se prête pas à l'action de base, parce que c'est de la narration au passé, mais qui se prête bien, en fait, à comment c'est mis en scène dans le comics. Donc c'est super intéressant. Je suis pas fan du tout à la base de ce genre de personnage, ni Mansing ni Swamp Thing, c'est pas du tout mon kiff, mais j'accroche sur le style. C'est à moitié amusant et à moitié tragique. Tu sais pas si tu dois avoir pitié de la créature parce que elle a cette forme là, ou si tu veux avoir pitié parce que c'est parfois juste un gros débile en pensant qu'il peut se taper une nana, alors que finalement c'est juste un truc qui pue, c'est un marée, quoi, le truc. Ouais. Je pense que je finirai bien la mini-série. En termes de dessin, ça tabasse assez fort. C'est franchement beau. Et effectivement, j'allais en parler, les fins, enfin les petites histoires de fin un peu à la chair de poule, où la morale est complètement retournée. C'est le kiff absolu. Donc de la première à la dernière page pour chaque issue, j'ai kiffé. D'accord. Et toi, Nivrae ?
Est-ce que vous l'avez entendu l'accent tonique ou pas? on a bien l'agression. c'est pas mal. ouais. C'est un petit L'agressivité peu agressif. Je suis un petit peu beaucoup moins positive. Voilà. Déjà quand j'avais vu la cover, j'ai fait putain c'est quoi ce vomi vert. J'ai vu, non mais je connais Swamp Thing parce que j'ai récupéré une Funko Pop un jour dans une émission, voilà. Enfin dans une On en box, est là. mais voilà, je connaissais pas du tout et c'est vrai que quand j'ai vu le Man Thing, le truc vert sur la couverture, bon ok, c'est pas grave, et je me lance et puis je en lis que 3 parce qu'on n'est pas obligé d'en lire plus. C'est toi qui t'infliges ça, hein? Non, mais c'est parce que, disons que l'émission précédente, j'avais tout lu parce que je trouvais ça super, même les trucs qui étaient pas terribles. Donc, mais bon, là, je me suis un peu forcée, j'ai quand même été jusqu'au bout des 3. Et au début, j'ai pas compris pourquoi le mec était un acteur, enfin le mec, la chose. Et puis les blagues sur le fait qu'il soit moche, qu'il pue, je trouvais ça un peu, léger et tout. Et après, il y a eu les flashbacks. Là, j'ai commencé à comprendre un peu plus d'où il venait, d'où il sortait. C'est devenu un peu plus intéressant. Mais j'ai pas trop accroché au personnage. Et quand il est. On sent qu'il est torturé et tout, mais en fait, j'en avais juste rien à faire. Ça m'a pas. Enfin, j'ai pas accroché là-dessus. Et plus l'histoire avançait, plus je me disais, mais c'est chelou, c'est quand même bizarre. Toute sa relation avec la nana où on sait pas trop ce qu'il espère, mais il lui parle pas, elle voit pas qui il est, il pue, il est moche. Et je sais pas. Quasimodo. Ouais, mais en fait, j'arrivais pas à vouloir qu'il ait un lien avec cette nana, tu vois. J'arrivais pas à. En fait, le personnage m'intéressait pas. J'ai pas réussi à accrocher. Et quand t'as Aucune empathie pour lui. C'est ça. Quand t'as tout ce truc de Nexus qui débarque de machin, j'ai fait wow, bon. Donc, il y a que 5 issues. Donc, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre ce truc. Mais voilà, c'est juste parce qu'il y en a que 2 de plus. Je pense qu'il y en aurait eu 3-4 de plus, j'aurais pas été jusqu'au bout. Il serait interrompu. Et voilà. Du coup, j'irai jusqu'au bout. Après, les dessins sont quand même beaux. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment beau, mais j'accroche pas au personnage, au scénario. Ouais. Bon, on va tracer une ligne dans le studio là entre les garçons d'un côté, Nivray de l'autre. Pour le moment, non, je rigole. Ouais. Troisième comics de cette 73e émission, il s'agit de Moon Girl and the Devil Dinosaur. Voilà, il est pas mort. Qui est un comics Marvel, et c'est le choix de Zef. Ouais, et je le regrette pas. Donc Moon Girl et Devil Dinosaur, donc c'est une série qui est sortie en janvier 2016. On est au 17 ou 18e épisode là, si je dis pas de bêtises. C'est par Amy Reader et Brandon Montclair, qui a fait entre autres Rocket Girl chez Image, que je connais pas. Tu connais? Ouais. Il est vachement bien. C'est bien? Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, je pense que les couves m'ont accroché en fait, donc je pense que je vais y aller. Je vais commencer en présentant cette série, pas pour présenter le personnage principal, mais son sidekick, donc Devil Dinosaur, qui est en fait un personnage Marvel, pardon, qui a été créé par Monsieur Kirby en 1978, qui avait donc sa série de base, Devil Dinosaur, et qui était avec son sidekick de base, Moon Boy. Ce qui est assez amusant pour le coup. Donc il fait partie de l'univers 78114, si je dis pas de conneries. Donc on sait que l'univers. Est-ce que quelqu'un peut vérifier ça tout de suite, parce qu'à mon avis, il vient de sortir c'est ça de son 72 cul. 118 ou un truc comme ça. Bon, bref, non, c'est vraiment sur l'univers. Regarde sur Google pendant que je parle. Mais donc voilà, on sait que l'univers Marvel est décliné en plusieurs terres différentes. Et donc remonte, ouais, c'est là, remonte. Continue. Voilà. Donc il y a eu cette série qui a pas vraiment, enfin qui a eu son succès, puis 6 succès d'estime, on va dire à l'époque, et aujourd'hui donc elle est reprise par Marvel sur la nouvelle série avec Moon Girl, donc qui est assez amusant, qui est une petite fille qui s'appelle Lunella Lafayette, qui est une petite fille qui est en fait quand on commence le comics, la première page, je me suis gouré sur le truc. Non, t'as dit quoi? J'ai dit 78 de 114, un truc comme ça. 411, ça va. 411, ça va. 78 411, c'est pas mal. Ça reste différent et donc faux. Oui, mais bon, 78 000, ça va. Donc voilà, quand on la rencontre, en fait, on la voit, c'est une gamine qui doit avoir 14 ou 15 ans, qui est dans son lit, enfin sous ses couvertures, c'est le matin, et elle veut pas aller à l'école. Et comme tout le monde, je crois qu'elle est plus jeune que ça, avoir 12 ans. Comme tout le monde, on se dit, bon, elle veut pas aller à l'école parce que l'école, c'est de la merde quand on est gamin. Et en fait, non, c'est juste que la gamine est en train de monter un appareil en train de souder un appareil sous sa couette, parce qu'elle est extrêmement intelligente. Elle est peut-être plus intelligente que Bruce Banner, d'ailleurs. Ouais. Et
Surtout ce Bruce Banner là. Alors c'est pas Bruce Banner. Non, c'est celui d'Eric là, ton Hulk que t'aimes Oui, mais bien c'est là. pas lui, c'est pas Bruce c'est Banner. Bruce Banner. Bon, non, voilà. c'est un autre, c'est le nouveau Hulk qui a un Ok. Johnny Show. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai un doute qui fait partie de Totally Awesome Hulk parce que Bruce Banner est plus là. Ok. Voilà. Et donc voilà, on la découvre comme ça. Et en fait, donc c'est une gamine qui est ultra intelligente. Elle veut pas aller à l'école parce qu'effectivement, elle s'emmerde parce que tout ce qu'on lui dit à l'école, elle le sait déjà et qu'elle peut même corriger ses profs. Et franchement, c'est le rêve de tous les gosses. Et dans ce premier épisode, en fait, elle va tomber sur un appareil qu'on va définir comme le... J'ai oublié son nom, je vais relire ma fiche tout de suite. Merde. L'Omniwave Projector. Ouais, c'est l'Omniwave Projector. Putain, je sais plus où je l'ai noté. Donc voilà, en fait, qui va être en relation. En fait, l'Omniwave Collector, c'est un outil qui permet d'ouvrir un portail entre les mondes Marvel. Et donc, au moment où elle l'active, quelqu'un dans l'univers 78 411 est en train de l'activer aussi, et il s'agit, au grand malheur, de Moon Boy, qui est accompagné de son sidekick Devil Dinosaur, est en train de se battre contre ses rivaux, les Killer Crocs, qui sont en fait des espèces d'hommes préhistoriques. Folks, pardon. Killer Croc, c'est chez DC. Oui. C'est merde. Qui sont en fait des hommes préhistoriques, et donc ils vont eux passer à travers ce portail, venir dans notre réalité, enfin dans la réalité de la future Moon Girl, et Devil Dinosaur va aussi passer là-dedans. Et va très rapidement, après un premier échou un peu, deuxième échou aussi un peu bâtarde, où il y aura des bastons un peu dans tous les sens, vont lier d'amitié entre les deux. Surtout que Lunella Lafayette n'est pas n'importe quel enfant, puisque c'est une inhumaine. Et elle va être frappée de plein fouet par le Terrigen Mist, et va se transformer, en fait, va trouver des nouveaux pouvoirs qui sont un petit peu cryptiques au tout début, puisqu'elle va avoir en fait la capacité de changer, d'interchanger son esprit entre le sien et celui de son dinosaure. C'est-à-dire que en fait, son dinosaure va se retrouver dans son corps à elle, ce qui va donner des moments un peu marrants, hein, puisque c'est une gamine de 13 ans qui en fait a un esprit de dinosaure, donc qui va tout casser et tout mordre, parce qu'elle va se retrouver dans le corps d'un dinosaure géant, et essayer de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Donc le ton de la série est tout à fait enfantin, et à contrario de ce que je discutais quand je parlais de Super Son dans l'émission précédente, on a vraiment ce côté enfantin en permanence. C'est-à-dire que l'histoire est traitée de cette façon-là, et malheureusement, ça, à mon sens, ça dessert complètement la série, parce que on a finalement un personnage qui pourrait être ultra intéressant parce que ultra intelligente, dans la suite parce que moi j'en suis au 13 ou au 14, elle rencontre effectivement le nouveau Hulk qui va essayer de lui faire passer les tests pour voir si elle est vraiment intelligente, ce genre de choses, mais ça mène pas à grand chose. En fait, on a l'impression qu'on la rabaisse en permanence à sa capacité de gamine, dans un univers Marvel où, je sais pas, t'as des mecs qui crachent des flammes. C'est bizarre, quoi. En fait, on revient un peu à ce côté. Pourquoi vous prenez pas au sérieux quelqu'un qui est là, et elle va en fait être punie par ses parents parce qu'elle a un dinosaure et qu'elle fout la merde dans la ville. Et la nuit, en fait, elle va s'échapper pour essayer d'être Moon Girl et essayer de sauver, combattre le crime avec son dinosaure. Donc il y a vraiment en fait un côté très fun sur le personnage et sur l'histoire qui pourrait en être, mais finalement, à mon sens, un peu maltraité, ce qui fait que le personnage devient à terme pas intéressant, et a priori, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, la série risque d'être annulée dans les prochains mois. Donc c'est un peu dommage, à mon avis, d'avoir une base de... Putain, merde, c'est un personnage qui est un dinosaure, quoi. Les gars, elle a un T-Rex pour elle. T'as trop envie de ça chez toi, quoi, non ? Il est vraiment déçu. Mais ouais, je suis déçu de ouf. Au niveau dessin, c'est plutôt très cool. La color est dégueulasse, enfin pas dégueulasse, est déglingo, pardon. Non, est déglingo. L'action est très cool. Les expressions du dinosaure sont juste, à chialer par moment. Je veux dire, il la couvre pendant, je sais pas, 2 semaines quand elle est dans son œuf de Terrigen. Enfin, c'est super cool. Enfin, moi j'adore. Qu'est-ce qu'il y a l'autre dans le public là ? Ah, il y a Ketrus qui dit des trucs. Terrigen Mist. Terrigen Mist ? Ah, mais la VF. Je sais pas, je lis pas en français et je t'emmerde. Tératogène, ok. Tératogène, je savais pas. Donc voilà, donc c'est une série que moi j'aime un peu d'amour parce que j'attendais beaucoup de ce série et je suis pas déçu. Je suis juste déçu du traitement qu'elle subit sur le long terme, parce qu'encore une fois, là où j'en suis, on voit pas où ça peut amener. En fait, le scénario de fond n'est pas très clair. L'impression que il y a une petite amourette avec des cris vite fait, mais bon, parce que c'est un gamin aussi qui est là. Bon, c'est pas super intéressant sur le fond, mais moi j'adore d'amour cette série.
Ok. Nivré. Pardon. Nivré. Non. Ah non. Regarde, on va. Vas-y. Ok. Nivré. Ah, pas mal. Ouais, stylé. C'est un peu plus doux quand même. Ouais, Ouais. c'est. Est-ce que je sais pas si t'avais lu Super Sons il y a 2 semaines, émission à laquelle tu ne participes pas, mais est-ce que toi aussi t'as vu, je sais pas, une différence de traitement parce que le personnage principal était un enfant ou pas ou... Alors, j'ai pas encore lu Super Sons, mais suite à l'émission de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, Oui, que t'as déjà écouté. voilà, que j'ai déjà écouté, c'est miraculeux quand même. Et ben, je me suis notée pour le lire. D'accord. Voilà. Et je l'ai pas encore lu. C'était un peu trop rapide. J'ai pas encore eu le temps en 2 semaines. Et du coup, je connaissais pas du tout Moon Girl. Je connaissais pas non plus Devil Dinosaur. Et du coup, j'étais vachement ravie de les rencontrer tous les deux comme ça. Donc, Lunella, la petite Lunella. fille, j'ai trouvé hyper mignonne. Tu la vois avec ses petites inventions. T'accroches vite au personnage parce qu'elle est chou, parce qu'elle est hyper intelligente, parce qu'autour personne la comprend et que du coup tu te dis tu te sens un peu à sa place des fois. Quand elle nous montre un peu sa super base secrète cachée, tu fais mais elle est géniale. Elle a sa Batcave à elle quoi. Moon Cave. Sa Moon Cave. J'ai tout à mis Moon fait. Cave dans mon papier. Ok, elle a sa Moon Cave et après elle a son dino à elle. Ça défonce. C'est ça. Non mais c'est vrai que ça défonce parce que le dino, il est énorme, mais il est quand même trop mignon. Enfin, il y a des scènes entre les deux où t'as envie de dire mais ton dino, il est trop mignon. Il a l'air badass à mort, mais il est tellement trop mignon. Et les premières fois qu'ils se rencontrent, elle joue avec lui. Elle essaye de le guider. Elle est en train de guider son drone pour que le drone attire le dinosaure pour l'emmener là où elle veut. Enfin, elle apprend très vite à maîtriser son dinosaure et la relation entre les deux, elle est vraiment excellente. Donc j'ai lu que les 3 issues pour l'instant, je pense que j'irai plus loin parce qu'elle est cool, Moon Girl. Et il y a juste à la 3e issue, du coup, il y a le premier guest qui arrive, qui est Hulk. Et c'était pas trop ma vision de Hulk. Je l'ai trouvé très très bizarre. Eric aime beaucoup, hein. Ouais, Alors, entre-temps, j'ai je retrouvé l'ai son nom, trouvé- c'est Amadeus en fait, c'est pas du tout D'accord, John ou Amadeus, machin, c'est dis beaucoup donc. plus complexe, c'est Amadeus Cho. Et du coup, je sais pas d'où sort cette Hulk. C'était pas le Hulk que je connaissais. J'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais qui est ce type? Il est en short, hein, déjà. C'est Ouais, mais- potentiellement la personne la plus intelligente du monde Marvel, si on exclut Bruce Banner. Mais il Reed est pas Richards, gentil etc. avec le dinosaure au début. Bah, il cherche des monstres, hein, donc. Si on enlève tous les mecs intelligents, c'est lui le plus intelligent. Exactement. C'est exactement ce que je viens de En dire. tout cas, elle a l'air 15 fois plus intelligente que lui. Elle l'est. C'est certainement le cas. Oh oui. Et du coup, Ben, toi, ton avis, est-ce que. Oh bah écoutez, des hein, crocodinos là. une petite fille et un dinosaure, bah écoutez non, hein, je suis désolé, c'est de la grosse merde. Non, c'est faux. Meilleur pitch, une petite fille ultra intelligente qui a un T-Rex, bah écoutez, c'est oui. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on s'attache tout de suite à elle dès le départ. Enfin, tu vois, Zef en a parlé quand elle est sous sa couverture en train de bricoler un truc. Moi, c'est bon, c'est signé. Contrairement à un personnage qui était censé être intelligent, Riri. Hein, dont on a parlé dans la 70, bah pour moi ça aurait dû être ça, un peu plus vieille du coup, mais une meuf hyper intelligente qui bricole tout le temps, bah ça aurait dû être ça que j'aurais voulu que ça ressemble. Bon bref, elle est là, c'est Moon Girl, donc ça me va. Donc voilà, elle est hyper stylée malgré son jeune âge, elle a des petites lunettes, elle a des chaussettes, des rollers, enfin elle est vraiment, c'est la gamine quoi. Elle en jette, elle a des gadgets dans tous les sens, c'est un peu le data des Goonies mais en version fille. Et comme l'a dit Nivray, elle a sa Moon Cave, ce que moi j'appelle la Moon Cave, hein, c'est pas le vrai nom, mais j'ai trouvé que ça claquait. Peut-être que Moon Knight a une Moon Cave, Adrien, non, je ne sais pas. Est-ce que c'est Négatif. Ok, bon, donc on peut dire Moon Cave, on va proposer ça à Marvel. Et pareil, intellectuellement, bah voilà, en fait, elle est tellement intelligente que j'ai envie qu'elle me raconte sa life. Et ce qui est assez cool, je savais pas si Zef allait parler du fait que c'est une inhumaine, mais on l'apprend assez tard dans l'issue 1, et je trouve que c'est bien amené. Ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, contrairement à ce qui se passe dans Wayward, où voilà, t'as un truc assez élégant. Voilà, tu sais pourquoi elle est motivée à faire toutes ces inventions et tout, c'est parce qu'elle a envie de trouver un remède pour pas justement se transformer avec le tératogène mist, hein, n'est-ce pas Ketrus? Excuse-moi, la brume tératogène. Ah pardon, oui, mist, c'est encore de l'anglais. Et bien sûr, pour moi le plus important de ce truc-là, donc pareil, j'ai lu que les 3 premières issues, mais le plus important c'est évidemment la relation entre le dinosaure et elle, que j'apparenterais un peu à E.T. Et Elliot, ou un autre Elliot et Peter le dragon. C'est vraiment le gamin incompris qui un peu à la
limite de l'autisme en fait, qui arrive pas à exprimer ce qu'il ressent parce que personne le comprend tout simplement, et qui trouve refuge dans une créature fantastique. Donc voilà, donc c'est tout de suite j'ai pris pareil. Et c'est aussi au début quand tu disais Zef que t'avais été loin et que c'était moins bien, j'étais déçu, mais en même temps j'essayais justement par ce parallèle de me rendre compte si E.T. avait eu un 2, un 3 et un 4, je pense que ça aurait été pourri. Donc du coup je peux comprendre peut-être que c'est eux qui ont été trop loin et que du coup il n'y a pas vraiment grand chose à raconter au bout d'un certain moment, parce qu'effectivement l'intrigue est pas hyper haletante, même si j'aime beaucoup les hommes des cavernes là, qui ont poursuivi le dinosaure, qui finalement vont apprendre l'anglais petit à tellement petit, stylés. ils vont voler des trucs pour se fringuer comme des rappeurs et tout, c'est assez cool. Donc voilà, donc l'action s'arrête jamais, il se passe toujours quelque chose, c'est jamais chiant. Et je voulais mettre un petit plus sur, il y a tout le temps des citations, que ce soit en début, en milieu ou en fin d'issue, sur ça a toujours un rapport, donc c'est souvent un scientifique, que ce soit Marie Curie ou Neil deGrasse Tyson, big up, c'est un de mes potes. Quand on voit le poster dans la voilà, première, c'est toujours des citations qui parlent de la science et de l'enfance et de la curiosité, genre Neil deGrasse qui dit les enfants devraient casser plus souvent leurs jouets parce que c'est comme ça qu'on explore les choses. L'exploration, c'est quand on fait un truc dont on n'a aucune idée, et c'est génial. Donc voilà, et ça va vachement avec le discours et tout, donc j'ai trouvé ça top. Et pour dire ça à un jeune parent. Ouais, mais bon. Et pour le dessin, super, le trait je l'ai trouvé super, voilà, c'est tout pour moi. Non, j'ai trouvé que c'était hyper, il y a tout de suite une identité, c'est hyper léché, c'est vraiment très très joli, et la mise en couleur est très très belle aussi, et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y a autant de justesse dans le dessin des expressions sur les visages, dans les dialogues et tout, que quand il y a de l'action et que t'as un personnage qui est minimaliste dans le fond, il y a vraiment les éléments qu'il faut, il y a pas de fioriture, c'est vraiment très très joli. Donc go. Je sais pas, du coup je vais attendre que Zef continue et me dire si ça vaut le coup, mais je vais peut-être en lire quelques-uns doucement, parce que je suis quand même séduit. Très rapidement pour conclure, Zef. Ouais, deux choses. En fait, je pense que le problème du scénario, c'est qu'ils ont pas envie de lui donner une implication dans l'univers Marvel. Je sais pas comment dire ça en fait. J'ai l'impression qu'ils veulent pas lui donner vie dans l'univers parce qu'ils font vraiment des trucs en surface. Et la deuxième chose, en fait, ça me fait, juste une anecdote sur la Moon Cave. Ça me faisait penser à la Arrow Cave de DC, donc de Green Arrow. Ouais. Et en fait, à un moment, t'as un passage avec Harley Quinn où elle le regarde, dit mais c'est nul comme nom Arrow Cave, parce que Batcave c'est normal parce que les chauves-souris elles vivent dans les caves. C'est vrai. Mais les flèches elles vivent pas dans les caves, c'est pas normal. Et en fait tu devrais appeler ça plutôt The Quiver, donc le carquois. Le carquois, le gars il fait mais arrête de critiquer. En fait c'est une bonne idée. Et en fait je trouvais ça, du coup là, ça me fait penser ça, c'est trop cool. Donc Comics Marvel sorti également il y a un petit moment, mais qui arrive assez loin dans sa publication. Ouais, je crois qu'on est au 17 ou au 18 là, je vais pas dire connerie mais un truc comme ça. Et qui risque de se annulé, voir écourté dans sa publication, mais bon, ça veut pas dire qu'on la reverra pas dans une équipe ou. Je pensais qu'elle allait faire partie des Champions, de la série Champions là avec les jeunes, enfin les personnages un peu plus jeunes. Apparemment, pour l'instant c'est pas le cas. J'ai pas lu la série, mais je la vois pas dedans dans les crossovers qu'il peut y avoir. Encore une fois, je pense qu'ils veulent, soit ils veulent pas lui donner l'implication, ou ils voulaient voir si ça prenait avec le public, et c'est pas forcément le cas. Je suis un peu déçu, parce que c'est un putain de tyrannosaure, quoi, merde. En tout cas, elle est pas dans la série Inhumans, et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est quand même sacrément dégueulasse. La photo qu'on a vue est sacrément dégueulasse. T'imagines le tyrannosaure en costume. Alors ça, la série Inhumans, on verra ça à la rentrée. En attendant, on va se retrouver après cette petite page de pub. Mais d'abord, si vous voulez continuer à prolonger la discussion, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter @comicspodcast et dans le groupe Facebook. J'aurais dit moi, mais bon, c'est pas grave. C'est ce que disent les gens normaux, Okay. mais tu veux bien regarder. Sur le prompteur, Facebook, Bouya Comics Club, Bouya BOUYAH Comics Club. On accepte presque tout le monde. À tout de suite. Dis qu'on a refusé. Je sais où tu te caches! Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite Une fois par mois sur Radio Kawa. Petit big up à Maël et Giboite. Je crois que dans l'équipe, tout le monde connaît la pub par cœur.
Bien fait ça. Ouais, j'ai bien fait. Alors, est-ce que Oui, Marcel. Est-ce que peux porter ton pantalon t'as maintenant, un quoi. Jamy aussi bon Et oui, Jamy. Ah non. Non, oh là là, Jamy. Non, c'est Fred donc. Ah, c'est dur, mais Jamy, on s'en fout. Osef. Oui. Deuxième partie de cette émission, c'est le focus. Elle est morte. Meilleure blague de l'émission pour l'instant. Osef, oui, mortel. Ketrus applaudit. C'est une blague méta. Tout le monde ne l'aura pas, mais c'est pas grave. Le Focus, c'est un comics qui a été choisi par l'un des chroniqueurs qui mérite une attention un peu plus approfondie Le chroniqueur du comics. En l'occurrence, cette semaine, le titre, c'est... The Twilight Children. Tu veux dire... les vampires. Excuse-moi, est-ce que tu veux dire The Twilight Children Non, pas trop. de Darwin Cook avec un Y et un E. Enfin, et surtout de Gilbert Hernandez. Darwin Cook est au dessin. un des frères Hernandez. On va t'écouter parler de ce comics. Tout à fait. Donc, juste pour la petite histoire, en fait, c'est Vertigo qui a proposé à Darwin Cook, le génie disparu, de lancer un projet collaboratif parce qu'en général, Darwin Cook, quand on lui propose des trucs, il s'en fout un peu. Et donc là, la personne de chez Vertigo a dit non mais vas-y, t'as carte blanche, go, vas-y. Et donc lui il a dit cool, bah je choisis Hernandez pour écrire le scénar. Hernandez, il est surtout connu pour Love and Rockets avec son frère Jamie, c'est les jumeaux The Hernandez Brothers. C'est-à-dire Jaime. Quoi? Jaime. Oh là là. Je pense pas. Espagnol. On va les couilles. Ok, si tu veux. Jaime Gourmand. Tu dis pas Jaime Lannister. Lannister, ouais. Happy. Jamie, il est supposé être Attends, anglais. qu'est-ce qui se passe avec Hernandez, Qu'est-ce qui se passe avec l'espagnol dans cette émission? Arrêtez. C'est Ça singular suffit. idiome. Ah, ok. Donc, arrêter avec ces films. donc il a choisi Gilbert Hernandez qui est connu donc je l'ai dit pour Love and Rockets qui est quand même un monument du comics que je qualifierais de indé. Je sais pas si je me ferais taper dessus mais parce que c'est pas du comics traditionnel mais c'est pourtant magnifique et très connu. Et donc c'est une mini-série en 4 parties. Le 1 est sorti en octobre 2015 et c'est fini en janvier 2016. J'en parle parce que j'ai acheté le TPB qui est magnifique. Et exceptionnellement, et vous verrez pourquoi, je vais parler des dessins en premier et du scénario ensuite parce que je pense que c'est du scénario dont on va le plus parler dans ce focus et c'est ce scénario bizarre qui a justement justifié l'envie de la possibilité de caresser l'espoir de faire un focus. Donc, dessin, Darwin Cook. Tu mets un générique après ça parce que Bah, Adrien le fera en post-production. Regardez, on l'entend actuellement. Donc, Darwin Cook, très très connu. c'est pas mal du tout. Bon Ah, choix, c'est pas Adrien, mal, moi très j'aime bon bien. choix. Ouais, je m'attendais pas à ça. Vous allez tellement chialer. Vous le connaissez forcément, son trait est quasiment inimitable, même si effectivement on pourrait parfois le rapprocher d'un Bruce Timm, mais dans l'approche. Il est connu surtout pour DC New Frontier, il a bossé sur Superman, GLA, The Spirit, Minutemen, vraiment, tapez Darwin Cook Google, vous allez faire « Ah mais bien sûr !» Exactement avec cette voix-là. Donc voilà, c'est lui évidemment qui m'a fait acheter ce bouquin, c'est son dernier projet en fait, avant qu'il ne décède malheureusement. Et voilà, sans même savoir de quoi ça parlait, j'ai dit go, je le veux. Je l'ai dit, son trait est reconnaissable entre mille. C'est de l'aplat, ça marche en trait, en ligne claire, en aplat de couleur. Voilà, c'est, enfin, je sais pas quoi dire à part que c'est un trait, pour moi c'est vraiment légendaire. Il a mis sa marque dans le comics. Il arrive toujours à dessiner des personnages. Ils sont identifiables dans le sens où le trait est le même partout, mais chaque personnage a vraiment ses caractéristiques et c'est vraiment, on est dans le minimalisme, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir beaucoup de hachures ou de trucs comme ça. Il part vraiment sur un style minimaliste, mais chaque personnage a son identité et ça c'est vraiment terrible. Et un truc que moi j'adore vraiment particulièrement avec Darwin Cook, c'est les femmes. En fait, je trouve qu'il les dessine magnifiquement. Il arrive à faire des femmes ultra sexy, mais qui sont pas du tout des potiches, qui ont un regard fort, dans les expressions, il y a toujours un truc où tu dis ouh là, elle cache quelque chose. Enfin voilà, juste par son trait, il arrive à mettre du caractère au personnage sans parler d'écriture ou quoi que ce soit. Juste le dessin déjà parle beaucoup. Et il arrive dans cette histoire à poser une ambiance juste par son trait, une ambiance lourde avec des cadrages particuliers qui, au bout d'un moment, je vais parler du scénario plus tard, mais on va commencer à se méfier de tout le monde. Les gens vont changer de comportement et tout ça. Et il arrive vraiment à souligner ça avec son dessin qui bizarrement pourrait ne pas être adapté à un scénario aussi saugrenu que celui dont on va vous parler, mais là justement c'est son côté un peu simple et parfois même enfantin. Je trouve que ça colle complètement avec l'histoire un peu ovni. Et je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais c'est le dieu de la couleur pour moi. Si je devais donner un seul coloriste, ça serait Dave Stewart.
qui a bossé sur The Walking Dead, notamment sur BPRD. Je vois mon ami Ketrus qui hoche la tête parce qu'il sait que Death Stewart est un génie, qui a bossé sur BPRD notamment. Il a fait Conan et Sapiens, sur Rumble dont on avait parlé dans une des premières émissions, The Spirit aussi, et il a juste seulement gagné 8 Eisner Awards. Voilà. Donc monstrueux. Je trouve que ses couleurs sont magnifiques. Il arrive vraiment à mettre. Enfin voilà, c'est bizarre à dire, mais des fois j'attends une certaine ambiance et une certaine lumière, et il arrive vraiment à choisir. Enfin. Voilà, enfin c'est vraiment fanboy pour ce coup-là entre Darwyn Cooke et lui, mais c'est vraiment je trouve que en plus les deux fonctionnent très très bien, et voilà, donc il arrive vraiment à faire ça se passe dans un petit village de pêcheurs, et il arrive vraiment à faire des ambiances hyper chaudes et hyper estivales, où tout est calme, limite t'entends le bruit de la mer dans la journée quand tu penses que tout va bien, et dès qu'il se passe un truc chelou la nuit ou quoi, tout de suite ça devient des trucs hyper agressifs en couleur, mais et voilà, et tu dis ok, là il se passe quelque chose, c'est-à-dire il arrive à te toucher juste avec ses couleurs, donc je trouve ça monstrueux. Et le scénario de Gilbert Hernandez, donc qui est Love Rocket, j'en ai parlé. Le petit pitch, ça se passe dans un village de pêcheurs d'Amérique latine, et on va suivre plusieurs personnages, et notamment une bande de gamins qui vont par hasard se trouver confrontés à une orbe lumineuse, même des orbes lumineuses qui viennent un peu de nulle part. On sait pas trop d'où, ni quand, ni pourquoi, ni comment. Ils vont en toucher une et ils vont devenir aveugles. Donc là, c'est un des premiers trucs chelous qui vont nous mettre dans la gueule, parce qu'il va y en avoir une sacrée tripotée, et à partir de là va se déclencher une enquête pour savoir pas forcément pourquoi les enfants sont devenus aveugles, mais qu'est-ce que sont que ces orbes là. On va essayer de les attraper, on va pas réussir, il va y avoir la police locale dont le shérif qui va commencer à s'en mêler, le gouvernement qui va envoyer des gens chelous un peu Men in Black, mais aussi un scientifique qui va essayer d'approcher ça de façon beaucoup plus cartésienne, et surtout là où c'est important, c'est que ce qui va vraiment être l'enjeu, c'est pas tant pourquoi ni comment ces orbes, c'est putain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens se mettent à changer, est-ce qu'ils changent vraiment, ou est-ce qu'ils cachaient des trucs et que ça les fait se révéler au grand jour, etc. Et voilà. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est très bizarre. C'est-à-dire que à la fin, tu fermes le bouquin, donc t'as pris plein la gueule les dessins de Darwyn Cooke et les couleurs de Dave Stewart, et tu dis qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est-à-dire que je comprends complètement que quelqu'un me dise qu'est-ce que c'est que cette merde, le scénario, les dessins sont très bien, mais le scénario est tout pourri. Je pense que c'est quelqu'un qui sera passé à côté. Moi-même, je considère que je suis à moitié passé à côté, parce qu'il y a plein de questions mises en suspens. Tu sais pas si c'est voulu ou pas. Ce que je pense qui est voulu par Hernandez, c'est de te montrer des personnages qui réagissent, des personnages normaux, à la limite du boring, tu vois, c'est un petit village de pêcheurs, c'est des gens qui ont une petite vie, ils ont des amourettes, ils ont des engueulades, vraiment dans un petit village, et tu les confrontes à un truc surnaturel qui arrive d'un coup dans leur gueule, et en fait ça t'arrive pareil toi d'un coup dans ta gueule, et du coup ce qui est intéressant c'est leur réaction par rapport à un phénomène, un peu je peux l'apparenter un peu à Walking Dead, où en fait on s'en fout un peu d'où viennent les zombies, ce qui est important c'est la réaction des gens et comment ils vont vivre ce truc là, voilà. Et donc il y a plein de trucs qu'on sait pas, je l'ai relu 2 ou 3 fois, je sais qu'Nivray l'a lu 2 fois, et en fait moi à la 2e et la 3e relecture j'aurais pas la prétention de dire que j'ai compris des trucs, mais j'ai vu des trucs sous un nouvel angle, j'ai réinterprété des hypothèses que j'avais, et j'ai l'impression qu'en le relisant plusieurs fois il y a d'autres trucs qui vont se mettre à jour, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce focus. C'était un petit hommage à Darwyn Cooke, mais c'était aussi pour en discuter avec vous, parce que j'aimerais avoir votre point de vue, et c'est rare, je trouve, d'avoir un comics aussi ovni qui peut aussi bien être pour quelqu'un de la merde, on peut le dire, qu'un chef-d'œuvre. Donc moi je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que il y a plein de trucs que j'ai pas compris, mais là où j'aurais pu vraiment tourner les yeux en disant bon ok, les dessins sont cool, mais c'est tout ce qui sauve, je me dis que j'ai quand même été touché un peu à l'image des personnages, c'est-à-dire eux non plus comprennent pas ce qui se passe, mais ils sont changés par le truc. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai été changé, mais en tout cas ça m'a chamboulé, et je me suis dit, si malgré le fait que je comprenne pas, ça m'a donné des émotions, ça m'a fait même me mettre en colère à la fin de pas comprendre, ça m'a fait aimer des personnages, ça m'a fait détester des personnages, ça m'a fait rager quand il se passait un truc que je voulais pas qu'il se passe. Si ça a pu déclencher toutes ces émotions en moi, et c'est pas juste dû à l'art de Darwyn Cooke et de Stewart, c'est qu'il y a quelque chose, et donc j'ai envie d'en discuter, j'ai besoin d'en discuter. Alors pour t'accompagner dans cette exploration de ce Twilight Children qui t'a à la fois enragé et excité, on a Nivray. J'ai pas mis d'accent tonique dessus. Un peu. C'est dur. Nivray. Là tu t'en fous. Non, là tu t'en fous. Non, mais ça va. Qui a également lu l'œuvre.
Et du coup, alors, bon, tu connais Ben. Ouais. Toujours très enthousiaste, enfin voilà. J'aime la vie. Il aime la vie. Toi, est-ce que tu aimes la... Non. Est-ce que tu l'aimes moins que lui? Non. Non. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai découvert la couverture d'abord. J'ai fait, oh, c'est super beau. C'est vrai. Je l'ai feuilleté virtuellement et je me suis dit, bah, c'est mort, je l'achète. Comme ça, je vais me poser confortablement. Shut up and Voilà. take my money. Comme ça, je l'avais avec moi, c'était plus facile pour le lire. Et je l'ai lu une première fois et j'avais l'impression qu'en fait, je lisais un texte, les cases s'enchaînaient mais que je comprenais rien du tout. C'était vraiment bizarre. Et du coup, le comic c'est fini, j'ai fait what? Rendez-moi mon argent. Non mais c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté un truc, j'ai pas compris. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je recommence. Parce qu'il y a sûrement quelque chose que j'ai pas vu. J'ai raté la première. Excuse-moi, je te comprends coupe, pas peine, quoi. Pour qu'un truc fasse ça, quand même, pour que t'aies besoin et envie de le relire, tu sais, tu pourrais dire je m'en fous, mais pour que t'aies envie de le relire, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, et je l'avais acheté aussi. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose, l'argent. Ça, c'est dingue. Rends l'argent. Et du coup, je l'ai relu une deuxième fois et j'ai un peu mieux compris certains trucs. En l'occurrence, ce que tu disais, c'est l'impact de l'orbe sur les gens et le fait qu'en fait, ils se révèlent, certains se révèlent en tout cas, et on comprend un peu mieux les relations entre certains personnages, la présence de cette jeune fille oui, est là, qui apparaît avec les orbes, qui a l'air liés aux orbes, d'autres personnages qui sont liés aux orbes, mais on ne sait pas trop exactement pourquoi. Et en fait, ça m'a beaucoup plus plu la deuxième fois, parce que justement, je commençais à vraiment voir les détails, parce que j'avais été jusqu'à la fin, donc je savais en gros le final de l'histoire, mais que du coup, je pouvais commencer à creuser un petit peu sur chacun des personnages. Se concentrant sur d'autres aspects. Voilà, c'est ça. Essayer de savoir jusqu'où ça va. Après, ouais, tu sais où ça va. C'est ça. Certains personnages avec des actions qui me choquaient un peu à la première lecture, dont Tito, la jeune fille en robe rouge. Oui. Où la première fois que tu lis, tu fais la meuf, c'est une pute. Hein, voilà. Non, mais elle est assise devant son magasin et c'est vrai que souvent il y a un mec qui passe et fait vas-y, viens. Mais en fait, tu vois que c'est une mangeuse d'hommes, mais arriviste de ouf qui veut. Voilà. Une femme fatale, quoi. Et quand tu le relis la deuxième fois, voilà, tu acceptes un peu plus certaines choses et tu comprends un peu mieux ce personnage en tout cas. Et en fait, j'ai pas bien aimé, j'ai pas détesté, je sais pas quoi dire. En fait, parce que meilleur review. C'est vraiment ça. Ben à la fin. En fait, c'est que c'est hyper intéressant parce que c'est beau, c'est bien dessiné, tu sens qu'il y a des choses, mais c'est vrai qu'on manque d'informations sur plein d'éléments et on se dit mais il avait sûrement plein de trucs derrière la tête. Enfin, il y a d'autres choses, il veut dire d'autres choses, il veut raconter d'autres choses et ça se trouve j'ai pas le pouvoir ou j'ai pas le mental, j'ai pas l'intelligence pour comprendre tout. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est une série finie, hein, je tiens à préciser, c'est 4 issues, ouais. C'était prévu comme ça, c'est un one shot, voilà. Et c'est vrai que c'est beau, c'est bien, mais c'est pas bien. Peut-être que oui, bon. Oh, c'est facile. Mais voilà, je me dis que je suis peut-être trop limitée ou je sais pas. C'est un peu dommage. Je pense que c'est voulu cette confusion. Non, mais en fait, j'ai un avis sur les romans, enfin les œuvres en général qui laissent un lecteur livré à ses propres pensées. Je parle pas d'une fin ouverte où c'est à toi de déterminer si A ou B. Mais là, vous m'intéressez beaucoup, enfin vous m'intriguez beaucoup. Donc je pense que je vais essayer de le lire. Je le prête. Ok, tu me prêtes. Zef, on m'a demandé de te donner la parole. Alors, je vais commencer par le dessin parce que ça tabasse. Ça tabasse. Quand tu parles de Bruce Timm, c'est exactement ce que j'avais en tête quand je l'ai vu. Ensuite, je vais parler de Lost, la série. Okay. Parce que, alors moi, je suis ultra fan de cette série. C'est une des meilleures séries au monde pour moi. Elle est dans mon top 3. Merci, mec. J'avoue. Vas-y, je check avec toi, Eric, si tu veux. Hélène, non, un petit check. Non, fait, Hélène, non. Je sais que la fin de Lost, la dernière saison, a eu un peu cet effet de ce comics-là, en fait. Dans le sens où on a l'impression, en fait, pendant tout. Alors, je suis désolé, je pars de très loin, mais pendant toute la série de Lost, en fait, on a l'impression qu'on veut savoir quelle est cette putain d'île, quel est son putain de pouvoir et qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle existe, en fait. Et à la fin de la série, on se rend compte qu'en fait, on s'en bat les couilles. Tout ce qui est intéressant, ce sont les gens qui étaient sur cette île et qu'est-ce qu'ils ont vécu entre eux, en fait, et les relations qu'ils ont construites et comment ils sont venus là et comment ça a changé leur vie et tout ça. Et c'est ça le point névralgique de la série, à mon sens. Vous pouvez tous me critiquer sur internet, mais c'est ça, je vous emmerde. Non, mais l'auteur, c'est ça qui dit. Et en fait, ce comics, ça m'a donné exactement cette impression-là. Je l'ai lu qu'une fois, je vais sûrement la relire plusieurs fois et je vais sûrement l'acheter pour le faire.
Mais voilà, en fait, on lit, et tu l'as très bien résumé, en fait, on focus est parfait pour ça, c'est que on lit en fait la tranche de vie d'un petit village côtier sur lequel il se passe des trucs bizarres et comment ils peuvent interagir entre eux et comment ils peuvent vivre ça et comment ils peuvent essayer de comprendre sans vraiment comprendre les personnes qui s'intéressent aux phénomènes surnaturels, comment ils vont essayer d'aller chercher les trucs, comment il y en a qui vont être complètement effrayés et qui vont s'en éloigner, et comment la police va réagir par rapport à ça, qui va arrêter, et les gens qui vont changer parce qu'ils vont oublier des choses, ou ils vont comprendre des choses puis encore une fois les oublier, et en fait effectivement quand tu finis le comics tu n'as rien en fait. C'est une espèce d'auberge espagnole, ça n'apporte que ce que tu veux apporter dedans en fait, et comment tu vas l'interpréter et comment tu vas la vivre toi-même à travers cette histoire. Moi le passage et le personnage qui m'a le plus touché, c'est le clochard en fait, qui en fait le vieil ivrogne là, ouais. Qui a l'impression d'avoir tout vu, tout compris, et qui a juste perdu sa famille sur un truc bizarre, et qui comprend pas, et quand ça arrive en fait veut avoir l'impression de retrouver sa famille. Et, enfin moi ça m'a ultra touché parce que la fin est sur lui grosso modo, enfin moi je l'ai vécu comme ça et je me mouche, et du coup comme tu le disais, ça laisse pas enfin si tu lis ce truc et que tu dis ok c'est de la merde, tu le finis pas, c'est clair. Au bout de la moitié du truc, tu dis ok ça mène à rien, de toute façon je saurais pas la fin, parce que à chaque issue en fait ça t'apporte rien, ça t'apporte pas d'explication, tu sens qu'il va pas y en avoir très vite en fait, hein. Tu le sens très vite, à la moitié tu sens que tu vas pas avoir d'explication, et que ce putain de boule lumineuse tu sauras pas ce que c'est, que la nana dont j'ai eu le nom en robe bleue là, elle va pas t'apporter quelque chose parce que de toute façon elle a pas une seule bulle pendant les 2 premières issues, c'est que ça en fait, donc c'est un truc qui te touche différemment, tu as besoin d'en discuter comme tu l'as dit, Nekoto, tu as besoin de partager ça et voir comment tu as vécu ce truc. Donc pour moi c'est un très bon comics en fait, c'est une très bonne histoire qui te plonge dans un truc ultra personnel en fait, et comment tu vas voir les choses, et je pense que Adrien Larousé n'aimera pas. Putain le jugement. De toute façon c'est simple, je l'ai lu, ouais. Et je peux pas dire que j'ai pas aimé. Mais par contre, je suis moyen d'accord avec cette analyse que ça serait un comic sur les relations entre les gens, parce que j'ai vraiment la sensation que ça se base à fond sur le mystère. Ah non. Et que c'est vraiment en boucle en fait. Le truc c'est que c'est quand même le moteur. Je pense que c'est le moteur de la narration, c'est que en gros, il se passe rien, paf, il y a un phénomène. Hop, il se passe plus rien, paf, il y a un phénomène. Mais non, justement, c'est pas paf, il y a un phénomène, il se passe plus rien, c'est paf, il y a un phénomène, et justement, il se passe tous les trucs. Ouais. C'est justement, alors peut-être que tu t'es focalisé sur le surnaturel parce que, après, je fais de la psychologie de comptoir, mais peut-être parce que tu voulais qu'il arrive un truc, et on a tous voulu qu'il arrive un truc, mais assez rapidement, moi, je me suis dit, après, c'est peut-être une question de point de vue, mais je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de savoir. C'est-à-dire que s'il y avait une 5e issue. Oui, bien sûr, mais au bout d'un moment, toi, mais tu vois, enfin, je veux dire, l'avantage de Lost, par exemple, c'est que finalement, tu vois, à la fin de la série, on peut dire que même leur dynamique entre eux, elle est même plus tant sur démêler le mystère. Eux ne veulent pas savoir, que le spectateur veuille savoir. Si tu mais tu vois, dans Lost, quand on a expliqué, moi j'étais déçu. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui bien sûr était contente d'être complet, tu vois, mais le fait qu'on ait expliqué, ça m'a saoulé. Alors, et du coup, là, si on avait expliqué les orbes, ça m'aurait saoulé. Déjà, entre nous, je pense que dans Lost, ils ont jamais expliqué. Non, mais ce qu'était l'île, tu le vois au bout d'un moment. Non, mais c'est pas expliqué du tout. Pas franchement, non. Mais bon, moi, je sais pas, en fait, j'ai vraiment l'impression que le drive narratif, tu vois, vraiment, il se situe sur le surnaturel, et que j'ai pas la sensation d'être attaché à un personnage dans... C'est pour ça que je disais que c'est ce que tu apportes dedans, en fait, qui va être intéressant. Parce que c'est ta vision que tu vas mettre. Mais je pense que c'est ça, hein, et ça prouve que... Vraiment, il y a un personnage qui m'attache un petit peu. Mais c'est tout. Mais je pense que ce que disait c'est vraiment ça, en fait, c'est-à-dire que tu peux y voir ce que t'as envie d'y voir, et peut-être je sais pas, après c'est à toi de le dire, mais peut-être que t'avais envie que ce soit expliqué, peut-être que tu t'en foutais des persos. Moi, dès le départ, je me suis attaché aux persos. Écoute, il suffit d'écouter quelques émissions précédentes pour savoir que j'ai pas besoin d'explications pour kiffer. Jeff Lemire, mon gars. Si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, tu te dis, évidemment, t'as envie de savoir, il pique ta curiosité dès le départ, mais au bout d'un moment, tu te dis juste, je connais des trucs sur les persos. Tu parlais du vieil ivrogne. Il a une putain de réputation, déjà parce qu'il boit, mais il a une putain de réputation dans tout le village parce que il a tué sa famille. Au bout d'un moment, t'apprends que finalement, il s'est passé un truc surnaturel, et en fait, tu vois ce pauvre homme qui, dans l'orbe qui apparaît, il voit un espoir de un peu de se laver, de retrouver sa famille. Effectivement, genre l'orbe, prends-moi comme t'as pris ma famille. Mais tu vois juste un vieux
complètement désabusé, complètement foutu, qui voit en cet orbe un espoir de dire ok, en fait je suis pas fou, c'est pas moi qui les ai tués, c'est cet orbe et je veux que tout le monde le sache. Et c'est ce genre de petite analyse. Après voilà, c'est mon point de vue, mais c'est ce genre de petite analyse que moi j'ai adoré faire dans mon coin en me disant ok, pour lui moi je vois ça. Pour Tito qui flirte avec le gros moustachu mais qui est marié et qui finalement voit le scientifique machin, moi je vois ça. Pour le chef de la police, moi je vois ça. Et en fait c'est vraiment une pièce de théâtre où on te laisse une certaine part d'interprétation, on te donne certains outils mais pas trop, et du coup et Zef le résume très bien en disant tu y apportes ce que tu as envie d'y voir, et c'est vraiment ça pour moi. C'est-à-dire il te donne des outils, tu dis voilà, moi je te laisse ça, qu'est-ce que tu veux en faire, et du coup tu fais un peu ton comics à toi, et c'est aussi pour ça que t'es frustré parce qu'il y a des trucs des vides que t'arrives pas à combler. Mais franchement, je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil que de dire si ça vous a au moins intrigué, faites-vous votre avis. Ils sont tous morts en fait. Ils sont dans le purgatoire. Ils sont dans une église. Je pense que vous avez laissé des gens très très curieux. Du coup, je vous invite, vous auditeurs, à faire la même démarche et à vous faire votre propre avis. 15 balles le TPB. 15 balles le TPB. Ah, il vaut le coup, sur le coup. Et il vaut le coup. Comics Vertigo donc, que vous pouvez trouver donc dans toutes les bonnes crèmeries. C'est la fin de cette deuxième partie. Non, je me suis pas trompé. J'ai rien dit. Vous avez vu Bon, je vais la regarder. Si vous avez eu l'occasion de le lire, faites-nous part de vos commentaires. Mais oui, carrément, sur le Bouya, on peut faire un Radio putain de débat. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est ça. On peut faire un putain de débat sur le Bouya Comics Club avec tous les gens qui l'ont lu. Il est désespéré, Eric. Ça va être ouf. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Eh bien, retour sur l'île de Lost, clairement, avec des déformations électromagnétiques. We have to go back, Kate. Alors, c'était pas du tout fait comme ça. Clairement, lui, c'est le genre de personne qui a vu Lost qu'une seule fois. Vas-y, imite Jack, vas-y. Non, nul. Allez, donc, hors les bulles. J'avais la tête et tout. Hors les bulles, bienvenue. Tu faisais bien, Rick. Merci beaucoup, Zef. Troisième partie de ce 73e épisode de Comics Outcast. Et pour ce hors les bulles, nous allons vous proposer un peu de culture. Et là, vous allez me dire, mais Eric, vous le faites déjà depuis 73 épisodes. Mais Eric, vous le faites déjà depuis 73 épisodes. Ouais, t'as vu 72 du coup, parce que là, c'est le 73, donc c'est depuis 72. Je suis en train de limiter, Oui. Merci pour le C'était quoi le hors les bulles dans numéro 0? Il n'y en avait pas. Ah voilà. C'était un focus. C'est un focus. Voilà, je répète tout ce que tu as dit. Nous allons parler donc un peu de culture. Vous allez dire, ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, mais en fait, là, on est sorti. Voilà. On est sorti. J'avoue, là, on a mis un jean. Avant, on était en pyjama, et là, on a mis un pantalon. J'ai flippé, donc il faudra éviter de le faire à l'avenir. Il y avait au moins 300 mètres depuis le métro. Putain, grave. Chaud. Attends, on va prendre le métro. Attends, le en plus, c'était à côté de la Seine, donc j'ai eu peur de l'eau. J'ai peur de l'eau. Le bâtiment, il était vert. Ouais. Oui. Et puis je sais pas nager. Beaucoup de blagues pas radiophoniques du tout, mais nous sommes allés à l'Art Ludique, un lieu qui se trouve au cœur de Paris, enfin au cœur. Alors pas vraiment au cœur parce que c'est pas vraiment. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas que des Parisiens qui écoutent le podcast. Donc cela dit, le cœur est à gauche, donc. Ouais, c'est ça. Bravo, Eric. Cœur de Paris. Ah, je suis bien. Non, le 13e c'est à droite, mais bon, c'est pas grave. Non, mais donc c'est pas bon. Tu regardes de face. Ouais, c'est ça. Mais c'est rive gauche. Ou de dos. Après, on parle plutôt d'est et d'ouest. Éventuellement le foie de Paris. Ah, le foie de Paris, si. La foire de Paris, quel rapport? Je comprends pas. Ben, arrête de faire ton Eric là, s'il te plaît. Stop. Ah, mais la foire de Paris, c'est à Porte de Versailles, c'est ça? C'est en bas à droite? Non, Porte de Versailles, c'est en bas. Vas-y Eric, culture. Il suffit. L'art ludique, donc ce lieu culturel de l'art et des jeux. Non, en collaboration avec DC et la participation de Warner Bros présente l'art. Là, je vous lis la première tag du site. Présente l'art de DC, l'Aube des super-héros, une exposition unique au monde qui rend hommage à l'histoire de DC Comics et à ses super-héros et super-vilains tels que Superman, Batman ou le Joker, qui sont à l'origine d'une véritable mythologie contemporaine. Alors moi j'y suis allé pas, donc j'ai pas eu la chance. On voit la différence entre un truc qu'il a lu et quand il parle. Moi j'y suis allé pas. Putain. Et donc vous trois, vous autres, j'y suis allé. Qu'avez-vous séparément chacun dans son coin? Ouais, parce qu'on n'arrivait pas à se caler. Et vous avez vu les 3 premières salles et on en parle ici pour la première fois. Exactement. Ça serait un peu dommage de parler que des 3 premières. Alors, qui aimerait prendre la main pour présenter l'agencement déjà de l'expo?
Là, tu peux rajouter, Adrien, un son Je prends la main de Question pour un champion ou pas? Merci. Putain de merde. Bah, je sais pas. Tu sais genre qu'il a genre pas du tout le temps pour Oui, ce je genre de sais, choses. mais il le fera pas et je peux aller me faire foutre. Il peut me couper là ce que je suis en train de dire. Ça marche pas. Je prenais la main. Je sais pas, comme tu veux, qui? Plif plaf plouf. Vas-y. Ben. Bon, Oh ok. là là, putain, je voulais le faire en premier. Vas-y, Zef. Ah, vas-y, c'est bon, je te laisse la main. Je prends la main. Pupi. Juste, c'est pour dire que c'est déjà, donc ça existe déjà bien sûr, et c'est jusqu'au 10 septembre pour les gens qui, parce qu'on pourrait parler d'un truc qui est déjà passé. Donc c'est à l'art ludique, tu l'as dit. Donc j'y suis allé tout à l'heure d'ailleurs. Je t'interromps tout de suite. Oui, pardon. Dans Question pour un champion, quand ils prennent la main, il n'y a pas de bruit. Y a pas de bruit? Non, C'est juste. oui, ça fait pyramide. Ça fait. Ouais. Ok, donc j'y étais tout à l'heure. Ça coûte la modique somme de 16,50 €. Nous reviendrons sur ce prix saugrenu. Je pense que le temps moyen de l'expo est à peu près 45 minutes, sachant que Zef l'a fait en 30 et moi en 1h25. Parce que j'ai pris. Non mais j'ai pris mon temps. Je l'ai fait en 1h10. Voilà, tu vois. Combien de temps tu mets dans une expo, je te dirai qui tu es. Si tu veux. J'ai pris l'audio guide et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle j'ai mis du temps parce que je crois que j'ai tout écouté. Il y a 24 points d'intérêt dans l'expo. Il y a plus de trucs à voir, mais en tout cas, il y a 24 points audio. Donc j'ai tout écouté. C'est des petites séquences audio de, je sais pas, 2 minutes, quoi, qui expliquent ce que tu vois. Donc, on va en parler, mais moi je peux te donner mes points forts. Le téton de Batman dans Batman et Robin. Dans Batman et Robin. Il en a même 2. Je peux te donner les plus et les moins. Les plus, ce qui m'a frappé dès le départ, parce qu'en fait ça prend vraiment la chronologie de Superman, Batman, Wonder Woman et les autres. Donc tu commences par les planches évidemment, et j'ai vraiment aimé dès le départ. Puisque t'as les planches originales, vraiment original. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un truc unique au monde et il te le précise bien. Voilà. Non mais c'est cool que ce soit en France et en plus à Paris, puisque nous on peut y aller. Et donc les planches. Non mais au cerf. Enfin, j'irais. Non. Les planches originales où tu vois carrément, déjà tu vois le crayonné, tu vois les corrections qui ont été faites, tu vois le Tipex qui a été mis sur les erreurs, tu vois. Bah non mais c'est. Vraiment. Tu vois le titre qui est collé par dessus. Enfin, tu vois vraiment le montage qui est fait à l'ancienne, quoi. Et c'est assez cool. Tu dis ok, en face de moi, j'ai vraiment le truc de base original qui doit valoir des millions. Donc c'est plutôt cool à voir. Il y a aussi, parce qu'il n'y a pas que du comics, il y a beaucoup ça traite beaucoup des films. C'est pour ça que quand t'as dit, il y a Warner aussi, il y a Warner qui fait une expo, mais on en reviendra tout à l'heure. Avec DC. Voilà, donc il y a beaucoup d'artwork sur les films, il y a beaucoup de costumes, ça c'est assez cool. Il y a beaucoup de celluloïdes aussi sur les versions animées de Batman ou de Superman. Beaucoup d'infos, donc ça c'est très bien, autant dans l'audio guide, mais si tu prends pas l'audio guide, t'as beaucoup, bon c'est un peu plus chiant parce qu'il faut le lire, il y a beaucoup de trucs à lire, mais il y a aussi des interviews filmées qui durent vraiment quelques secondes, donc ça c'est cool. Bonjour. Non mais voilà, c'est assez bien. Donc voilà, donc je l'ai dit 1h30 et exclu mondial, les moins. Donc c'est une expo Warner, hein, clairement c'est pour la sortie de Batman, c'est pour la sortie sûrement Blu-ray plus de Batman vs Superman, voilà. C'est pour Wonder Woman qui arrive, c'est pour Aquaman qui arrive, c'est pour Justice League qui arrive. Voilà, c'est pour ça, mais c'est pas grave, ça fait quand même une expo parce qu'il y a quand même pas mal de comics. D'ailleurs, le truc s'appelle L'Aube des super-héros, hein, Dawn of Justice, n'est que le sous-titre de Batman vs Superman. Beaucoup de photos, beaucoup d'artwork des films, peut-être un peu trop à mon goût. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de parties comics et un peu plus sur l'industrie même du comics et de l'histoire de DC. Parce que c'est un peu sur con les de films. mettre des photos de films qu'on a déjà vus, alors que des Après comics, non, c'est plus franchement, rare qu'on les ait. t'apprends quand même des trucs. Enfin, tu vois, voir les artworks j'ai pas aimé Man of Steel par exemple, enfin pas vraiment, mais les artworks sont assez jolis, même si je suis pas fan de la direction artistique de ce film. J'aime les artworks sont cool, donc ça c'est plutôt bien. Le plus gros défaut, au-delà du prix, par lequel je finirai, c'est que t'as un tiers, non, oui, si j'avais dit un tiers, oui, c'est ça. Un quart Batman, un quart Superman. Tu commences par un quart Superman avec tous les murs ont un fond bleu Superman. Un quart Batman où t'as un super papier peint avec une chauve-souris. Un quart demi. Un quart, maintenant je dirais un quart. Un quart Wonder Woman avec un super papier peint jaune, enfin rouge et jaune. Et le dernier quart est partagé entre Suicide Squad qui ne sert strictement à rien, le film, hein, plus que les personnages animés comme Harley Quinn qui est né dans un dessin animé, mais finalement t'as Margot Robbie en résine, donc c'est con. Et le tout dernier truc de l'expo qui est sur la GLA où t'as vraiment très peu de choses, qui est très dommage parce que moi je m'attendais à du Green Lantern, au moins du Flash et les autres, enfin tu vois. C'est vraiment expédié, donc ça j'ai trouvé ça très dommage. C'est vraiment centré sur le trio DC, quoi. Après voilà, je sais pas si on peut vraiment leur en vouloir, mais moi j'étais un peu déçu par ça. La boutique est nulle,
Voilà, clairement. Et le prix, je l'ai dit, 16,50€, je trouve ça très cher. Alors, j'ai pas l'habitude d'aller à l'art ludique, donc c'est peut-être le prix de base, mes petits camarades le diront, mais je trouve que même pour 1h30 avec l'audio guide et tout, qui est bien sûr gratuit, j'ai trouvé que 16,50€, ça faisait un peu mal au cul. Petite astuce, je sais pas si c'est encore le cas, pardon, mais c'était le cas il y a quelques jours, quand vous allez chez un... argent. Non, si vous allez au MK2, peut-être dans l'UGC, mais je crois pas, en tout cas MK2 te file avec ta place de ciné, n'importe laquelle, un petit coupon de réduction de 5€, ce qui fait 11,50€, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et toi, un ivraie? Oh, là, t'étais bourré là. Presque. Je stresse à mort maintenant, j'ai du mal à dire son pseudo parce qu'il y a toujours son prénom qui passe devant et tu sais, c'est genre quand t'as comme des nuages de mots suggérés là. Lequel de choisir, je sais plus. Et après, il faut que je pense à l'accent. Attends, moi j'ai une question pour Adrien. J'ai une courte question pour Adrien. On s'en rappellera. Une courte question pour Adrien qui vient de faire une tête de qu'est-ce qui se passe. T'es pas habitué à Eric qui est en roue libre depuis 63 émissions? 73, ok. Je crois que je ne ferai jamais. Ouais, mais c'est un petit plaisir à chaque fois. T'inquiète pas, sans cesse renouvelé. Mais les autres personnalités ne savent pas non plus. Ok, vas-y, Nivré. Alors moi j'ai payé un peu moins cher que Ben parce que les adhérents Fnac ils ont une petite réduction. Oh merde, je savais pas. Donc j'ai dû payer je crois 13,50€. Toi je suis adhérent Fnac. Voilà. Je me suis fait ken. J'ai dû payer 13,50€. Ouais mais bon fallait se connecter pour voir l'offre. C'était pas hyper clair non plus. J'ai pris l'audio guide à l'entrée parce qu'un monsieur très gentil me l'a tendu et il m'a dit en plus ça marche avec votre casque. Donc je conseille de prendre un casque pour éviter de passer toute l'expo avec l'audio guide collé contre l'oreille. J'avais même pas de casque, j'ai dû mettre le mien. Voilà. J'avais pas de casque. Non, elle avait déjà un casque. Oui, mais tu dis que t'avais un truc pourri, non? Non, justement, j'avais un casque et il m'a dit tout de suite, mettez votre casque dessus parce que le coller à l'oreille, c'est nul. Et il avait raison, le monsieur. Pour le mettre dessus, faut pas le brancher plutôt. Ok. Et donc du coup, comme disait Ben, il y a à peu près 24 petites histoires, anecdotes sur toute l'exposition. C'est certaines couvertures où l'audio guide va nous raconter un détail. Ça va être sur un costume, ça va être sur un personnage. Il y a vraiment pas mal de choses. Ça va être sur les méchants en particulier. Il y a toute une partie sur le Joker, sur le pingouin. Et j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Après, comme dit Ben, le découpage est un peu dommage. Disons que c'est une expo Warner avec l'amabilité de DC Comics. Genre, on vous laisse. Ça fait vraiment ça. Donc, on débarque dans la première salle et tu peux pas rater les costumes des films de Superman. Après, tu fais ah oui, en fait, il y a les comics aussi à côté. Mais sinon, c'est quand même vachement sympa. Enfin, tous les dessins qu'ils ont mis à disposition, on sent que c'est des trucs où t'aimerais les encadrer chez toi parce que c'est quand même super classe. Il y a des découpages de scènes animées pour je pense que Zef en reparlera, je vais lui laisser en parler, mais il y a des choses qui sont vraiment très belles. Les costumes, de voir les costumes des films Batman, alors le costume de Catwoman tu dis mais comment elle a pu rentrer là-dedans? Et c'est vraiment ça, sur chacun des costumes je suis arrêtée, je me dis mais comment tu rentres ton corps là-dedans? Les costumes de Superman, mais je les plains. Moi le costume du pingouin je me suis vu rentrer dedans. Je pense que c'est le seul, vraiment c'est le seul. Et puis les costumes de Joker à la limite. Ouais, ça. Et en fait, plus t'avances dans l'expo, tu te dis c'est vachement intéressant. Et puis après, tu commences à arriver sur les films vachement plus récents. T'as tous les artworks qui sont magnifiques. J'ai pris en photo, je sais pas combien d'étiquettes de noms de dessinateurs pour me dire faut absolument que je récupère un truc comme ça pour chez moi. Il y a vraiment des belles choses à voir. Et puis une fois passé Wonder Woman, là tu tombes sur Suicide Squad. Et tu fais en fait c'est juste Harley Quinn, les autres on s'en fout. Ouais mais il le précise bien en plus. Ouais c'est ça, c'est vraiment dommage, ça s'appelle Suicide Squad mais en fait t'as rien à part sur Harley Quinn. T'as une espèce de statue géante d'Harley Quinn mais c'est Margot Robbie et du coup elle est très bizarre, elle a la bouche ouverte, elle ressemble à rien, c'est vraiment que immonde. Zev dit ça, c'est que c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment immonde et puis tu continues ta balade, t'as Justice League, t'as trois trucs qui se battent en duel. Alors t'as des super dessins d'Alex Ross, c'est sublime, mais t'as rien, t'as même pas un texte qui t'explique qu'est-ce que c'est trop, tu vois. Enfin, t'as pas de rapport, on te parle pas de grand chose. T'as une petite image des Green Lantern pour dire on l'a pas oublié parce que c'est quand même Warner, on a fait un film dessus, bon, vite fait. On l'assume. T'as un petit film à la fin qui en fait te représente tout ce que tu as déjà vu. Dans 5 minutes. Pendant 5 minutes, de transposition entre pourquoi on a mis ça dans le film, parce que ça venait d'un artwork qu'on a créé aussi. Voilà, mais en fait, vu que tu viens de voir l'exposition, tu l'as déjà vu, en fait. Et du coup, tu sors, t'arrives sur la boutique où effectivement, il n'y a rien. T'as des Funko Pop qui coûtent super cher. Ça coûte au moins 5 ou 6 balles de plus que ils sont plus chers que les vrais prix. Le catalogue de l'expo, il est pas fou. Les super rush surtout. C'est ça, ouais. 40 balles. 40 balles. Foutez de ma gueule. Tout ce qui est carte postale et tout ça, c'est pas forcément des bons choix qu'ils ont fait dans les dessins. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc ouais, ça commence bien. Et puis une fois que t'as passé Wonder Woman, tu fais ouais, mais le reste, il est où?
Et toi, Zef, donc, enfin, rapidement, tu vas donner ton avis, mais bon, je pense qu'il est. Non, mais assez négatif aussi. proche Pour revenir vite fait sur la boutique, je pense que les produits qui sont vendus sont décorrélés de l'expo, en fait. Parce que c'est la boutique, enfin, c'est Art Ludique qui doit choisir des produits pour essayer de faire vendre. Et malheureusement, ils sont obligés de faire leur marge dessus, donc ce qui fait que c'est plus cher et dégueulasse. Pour le reste, non, moi je l'ai fait en une demi-heure. Je l'ai rushé parce qu'en fait, quand je suis rentré, j'ai vu la première salle. Je fais OK, il y a un petit peu de comics pour le justifier, mais le reste c'est que du film. Je suis passé dans la deuxième salle, je fais OK, il y a du film, mais en plus on met du Batman and Robin dedans, je comprends pas pourquoi. Et en fait, après j'ai quasi rushé en disant OK, c'est de la merde, Je suis un peu dur parce que on a fait, enfin mes collègues en ont déjà parlé, mais ça vaut pas ces 16 balles, ça vaut pas du tout son heure perdue dedans, à mon sens. Alors c'est cool, effectivement, vous disiez il y a des artworks super cool, super belles, vraiment j'ai pris des photos et tout. Malheureusement c'est un truc qu'on retrouve dans toutes les expos type comics, donc enfin pas celle-là spécifiquement, donc on en voit d'autres, c'est cool, mais tu fais une meilleure expo que ça, tu en trouveras, donc finalement ça vaut pas le coup de se déplacer pour ça parce que c'est pas assez intéressant pour se déplacer, et le reste, sauf si vous avez vraiment apprécié tous les films Warner, ça vaut pas le coup de se déplacer pour ça, honnêtement. Enfin, c'est tout pour grave. Et franchement, la goutte d'eau pour moi, c'était vraiment la petite salle Harley Quinn. Il fallait mettre ça parce que tout le monde la kiffe en ce moment, et ça m'a vraiment gonflé. Il y a une interview que j'ai kiffé, c'est celle sur la lead costume de je sais plus qui, de Dark Knight, où elle explique en fait comment ils ont créé le costume du Joker de Heath Ledger à l'époque. Et ça, l'interview est super intéressante parce qu'elle détaille tous les points jusqu'aux chaussures, jusqu'aux couleurs du gilet, pourquoi il est venu comme ça et tout, donc c'est super intéressant. Après je suis passé à l'interview de Nolan, il commençait à parler de Rises, et là je suis cassé, j'ai fait OK, je me barre, et j'ai rushé la fin et je me suis barré. Ben, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, non, en fait, au début, on en a parlé un peu avec Zef, et je me disais que peut-être son avis venait du fait qu'il avait appris peu de choses parce qu'il est assez calé, mais je pense que... moi, j'ai appris plein de choses, clairement, et je me suis dit, pour les néophytes, ça peut être sympa. Malheureusement, je pense que tu peux apprendre des trucs. Là où je trouve ça très très dommage, c'est que par exemple les gamins qui ont découvert peut-être les héros via des films ou des dessins animés et pas par les comics, ça va pas forcément leur donner envie de... Tu vois, tous les comics que tu vois, je sais pas comment ils vont le prendre. Ils vont peut-être juste te dire, bah voilà, ça a commencé en BD, super, mais moi j'ai vu le film. Enfin, tu vois, en gros, ça te donne pas forcément envie de lire les comics. Ça va juste te conforter. Je dis enfant ou néophyte, genre les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire les comics, ça va pas leur donner envie, et je trouve ça dommage de pas donner envie du médium de base. Et pour moi, ce qui a été fait de mieux en comics, en personnage comme ça, c'est dans les comics, et du coup je trouve que c'est dommage. Les films sont beaucoup trop mis en avant, et c'est très dommage. Ouais, je reviendrai quand même sur quelques points qui sont intéressants dans l'expo. C'est les maquettes. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très très bien faites, et tu retrouves des moments. Alors c'est bien sûr lié au film, sans doute, mais tu retrouves des recréations d'instants en fait qui sont vraiment bien, et c'est sympa de les voir en maquette. Il y a aussi, franchement, moi ce qui m'a le plus intéressé, c'était de voir les costumes des films, que je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu peux les voir en détail. Ouais. Tu vas t'approcher pour voir comment étaient faits les tétons dans Batman. C'est le Batman et Robin qui m'a voilà, les tétons dans Batman et Robin sur leur combinaison. Enfin, tu les vois vraiment de très près. Et toutes ces maquettes qui sont quand même assez détaillées, où tu peux t'en approcher, tu peux en faire le tour. J'ai fait l'expo, on était 10 dans tout Art Ludique, donc effectivement, j'ai pu prendre le temps de. J'étais tout seul. Ah oui, ouais. En même temps, d'accord. J'ai fait des selfies avec le Joker. Ça va, il a kiffé. Zef, pour rapidement, en fait, moi, ce qui me saoule vraiment, et à terme, c'est toutes les expos en ce moment, on dit unique mondial. En fait, à mon avis, tout ce qu'ils font, c'est changer quelques artworks qu'ils ont jamais mis ailleurs, et ils en ont une chier pour tous les films. Voilà, ils changent le set de artworks en disant c'est la première fois au monde qu'on les expose. Bah ouais, mais les mecs, on s'en bat les couilles en fait. Vrai, ouais. Et du coup, c'est survendu en fait, et ça m'énerve. Je me demande si le unique au monde, c'est pas plutôt du fait genre le regroupement, c'est-à-dire avoir eu en même temps des planches originales, en même temps. Du coup, c'est quand même. Ouais, mais c'est quand même plutôt cool. Ce costume du pingouin, on l'avait jamais exposé. Bah ouais, donc c'est unique au monde. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Vous allez me corriger rapidement si je me trompe, mais ce que j'en tire, c'est que c'est pas une expo comics. Non. Et que ça ne s'adresse pas à un public qui a été amené à cet univers, l'univers d'ici,
par les comics. Ça parle aux personnes qui sont arrivées C'est uniquement pour d'ici par le Ce qui est cinéma. dommage, du coup, ouais. ouais. Enfin, moi, ma filleule, elle regarde tous les Teen Titans en dessin animé, trucs comme ça. Je l'amène là-dedans, elle comprend. Enfin, elle a aucune relation en fait. Et c'est ça qui me. D'accord. C'est dommage en fait. C'est vrai que le disait titre, Nekoto, c'est vraiment dommage. Le nom de l'expo, c'est vrai qu'on a cette impression de peut-être pas d'infinité. Enfin, je sais pas combien de milliers de personnages il existe chez DC, mais là, de ce que vous me dites, au moins toute la GLA, quoi. C'est vrai que ça fait un peu. Surtout qu'il y a le film, donc rien que pour tu vois, si vous voulez rester dans cette idée du film. T'as un poster du film, quoi. Ouais, c'est vrai. Franchement, si ça coûtait, allez, moins de 10 balles, c'est peut-être, je dis ok, go. Ouais, allez, non, presque 20 €. 8 balles, 9 balles parce qu'il y a un Superman de Mignola. 10 balles. Et on a un petit du commentaire public. de Quetrus, oui. Oui, en public, toi, le barbu au fond là-bas, ouais. Petrus du 13e. Ce que vous faites. Nous aussi, merci. Je les avais un peu, j'avais un peu râlé sur Facebook sur le prix justement pour Art Ludique, et il m'avait répondu en fait que c'est un musée privé non subventionné. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu cher. Je pense qu'ils sont un peu de marge, mais bon, ça reste une boîte. Mais c'est vrai qu'en France, on est habitué à avoir des musées pas chers, mais parce que c'est subventionné. Et quand tu vas faire des expos comme ça, un peu à l'étranger, si tu as l'occasion de le faire, c'est cher. D'accord. Alors après, je n'ai pas vu cette expo et j'ai un peu tendance à les défendre parce que je pense que Art Ludique font des choses en France qui sont assez cool dans ce genre-là. Et En voilà, fait, c'était juste pour apporter un petit bémol. On tape sur cette expo, mais les 10 dernières que Art Ludique a fait étaient très bien. C'est juste qu'à mon avis, celle-ci, ils devaient placer, on leur a vendu ça, Warner a dû vendre ça, ils ont dit ok parce que voilà, ça fait du fric aussi. Mais je suis complètement d'accord. Après, on critique pas du tout le musée, on critique vraiment cette expo. Le contenu, qui quoi. vaut rien en fait. J'ai pas vu l'expo Marvel qu'ils avaient fait, mais est-ce que c'était autant ciblé sur les films? Non, Ketrus, tu dis que c'était bien? Ah bah voilà, très bien, bon contre-exemple. Après, moi j'ai toujours un petit reproche à Art Ludique, c'est qu'en fait leur espace est pas très grand et que des fois ils vont un petit peu peut-être trop loin dans leur sujet, ils veulent peut-être en faire un peu trop et que du coup, il y a un moment où tu dis il y avait pas assez d'espace. L'expo, je suis toujours un peu sur ma fin en fait. C'était cool, il y avait plein de trucs. Ben est conclu de ouf. Vous savez mon optimisme, j'aime bien finir par un point positif. L'arrangement est très très beau. C'est-à-dire, j'avais dit les murs bleus Superman, il y a des dessins qui sont reproduits sur les murs et tout. C'est très très beau. Voilà, c'est juste que le contenu. La scénographie. La scénographie, merci. Même la pancarte pour aller aux toilettes, elle est découverte. Essayez d'avoir une réduc et tester. À moins de 10 balles sur le coup. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup de conditions pour apprécier quelque chose. Mais on va bien sûr mettre les informations sur le site. En attendant, je peux vous dire que l'expo dure jusqu'en septembre. Donc vous aurez tout le loisir d'y aller. Merci à nos 3 chroniqueurs pour cette émission. C'est terminé pour cette semaine. On a le public qui applaudit. Je sais pas forcément pourquoi. C'est pas grave, je vais me rapprocher de mon micro parce que j'ai l'impression que pendant toute l'émission, j'ai pas parlé comme ça du tout. Et là, on m'entend bien, c'est ça Oui. T'es là, Eric? Comics Outcast est une émission Radio Kawa. Je vous écoutez très fortement. Et nous sommes diffusés donc sur le site internet radiokawa.com et vous pouvez trouver toutes les informations dont on a parlé sur les comics et donc l'expo sur donc la page dédiée à l'épisode de cette semaine. En bas de cette même page, vous avez une boîte de commentaires sur laquelle vous pouvez mettre des mots pour engager la conversation. Ou alors, si c'est trop long, allez sur Facebook, tapez dans la petite barre de recherche Bouya Comics Club, B-O. Mais non, ils sont déjà membres, ils ont pas besoin de rechercher, ils vont dans leur groupe. YAH Comics Club, ou alors vous suivez le lien que je vous aurais mis sur la page de l'émission pour qu'on parle ensemble de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Non, mais sur les auditeurs. Ah, ils vont pas répondre là. Ouais, ils ont rien dit. Ils étaient dans le métro, ils ont dit ouais, c'est pas mal. Et là, il y a une meuf en face qui fait comment ça, c'est pas mal? Et là, il se prend une claque, et là. Ou alors, genre, spoiler, j'étais à 5 secondes derrière toi. Ouais, c'est chaud quand même d'avoir 2 personnes qui écoutent le même. Bon, bref. Quand même, non. Au revoir aux gens. Oui, c'est ça, les gens. Zef. Au revoir, Eric. Comment vas-tu? T'as passé une bonne émission? T'as kiffé? Bonjour. On va dire au revoir. Venez un jour, on fait une émission à l'envers, je vous en supplie. On commence par dire au revoir, on fait le HS, je vous en supplie. On finit par dire bonjour et ensuite générique de début, c'est blague et c'est fini. Moi que depuis que la genèse de cette émission, c'était une des blagues d'intro de commencer par la fin. Non, mais toute l'émission de vrai. On l'a fait en partie. On l'a fait en partie où on disait ah et voilà et donc c'est fini pour remercier. Toute l'émission, moi je veux. Cet été avec de l'alcool. Ok, ça suffit avec l'alcool. Faut pas boire quand il fait du soleil. On va faire venir Balak. Zef, vu que Ike ne t'a pas demandé, ouais désolé vous êtes dans mon champ de vision, où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'il fait pas son boulot? Ah merci, dans la ligue des joueurs ordinaires avec Ketrus qui on lui a demandé mais c'est dans l'émission il y a 2 semaines. Il y a un truc temporel qui est horrible. Bon bref, c'est horrible.
Lui, la Ben Nekoto. En fait, j'ai juste demandé à Zef pour que tu me poses la même question. Et on te retrouve où, Nekoto? Merci Zef, enfin quelqu'un de sympa. Eh bien écoutez, c'est cool, c'est quoi hein, avec Adrien et Joe, aussi également sur JVTV dans le syndicat du stream tous les mardis à 19h où on parle C'est le syndicat du string. C'est le nom de votre podcast, du screen, de votre émission. Du screen, le syndicat du screen, du pas du skill. Ça aurait été bien ça. Non. Donc voilà, donc dommage. tous les mardis à 19h, on parle de séries et de films et voilà. Et bientôt, je sais pas quand tu seras famous et je fais une petite autopromo le 19 en direct sur JVTV. Sur JVTV, on fera une émission spéciale pour une justice. Je dis ça parce que c'est lié aux comics, bien sûr, où on jouera une justice en parlant un peu des héros tout pétés. Je vais essayer. Écoute, j'essaie de te glisser dans les invités. Tu vas me dire le 19 quand? Pardon, mai. Excuse-moi, merci Adrien. Ah ouais, donc genre il y a 2 semaines. Oui, c'était tellement bien cette émission. Waouh, c'était super. Et on a parlé d'injustice. Il y avait pas Eric. J'ai pas réussi à l'inviter. Je m'en souviens, vous avez parlé d'injustice 2. Ouais, oui. C'était tellement bien. Voilà. Je t'ai invité, t'étais là. Oui, je me souviens, j'étais là dans le public. Vous me voyez dedans. Le personnage DLC qu'ils ont sorti le jour même, putain, c'était ouf, hein. C'était stylé, c'était mortel. C'était pas Lobo? Ah, je crois que c'était Lobo. C'était Superman. Je sais plus. Fourvoie-toi. Voilà. Nivrae, la seule personne un peu sensée de ce. Nivrae. Ça, c'est des grosses voix. Bah oui, bah Eric, il fait genre. Non, mais ouais, c'est vrai. Oui, mais ils sont mieux que toi. Enlevez mon casque. On a fait peur au public. Oui. Oh, le pauvre public, on le chouchoute. Où te retrouve-t-on et merci d'être là. Et il a demandé qu'à moi. Voilà, on te retrouve. Le mec dit où te retrouve-t-on et merci d'être là. Donc il sait qu'elle est là, mais il demande où est-ce qu'on la retrouve. T'es waouh. Bah, sur les réseaux sociaux, sur l'internet, @Nivrae, sur le podcast des Netflixers, on parle de Netflix. Ah, et tu m'invites pas? Oh, et vous invitez pas? Non. Personne m'invite à ces trucs. Le mec essaye de se caser partout. C'est clair, putain. C'est le Manuel Valls. C'est ça. Petite chèque politique avec Adrien. Hop là. C'est vrai que t'es un peu le Manuel Valls de Radio Kawa, du podcast. De Radio Kawa, complet quoi. Sinon, je sais jeter des dés aussi, et puis. Ah oui, c'est vrai. J'adore les mangas. Sinon, je regarde la télé des fois. J'aime beaucoup les infos, voilà, pour que Joe l'invite dans BFM. Voilà, je chasse les Pokémon. Il joue à Hearthstone. J'ai une sexualité. Voilà, bien sûr. J'aime l'actualité, l'actu-sexualité. Eric, où est-ce qu'on peut te retrouver? À part dans Comics Outcast. Toutes ces émissions. Ok. @chocotube_Roca. Arrête de changer de nom tout le temps, c'est chiant. Quand on veut te taguer, on te trouve pas. Ça fait un mois qu'il a pas changé, mais en fait. Un mois. Si ça se trouve, il aura déjà changé quand on en parlera. Oui, parce que là on est dans le futur. Attends, on est dans le passé. Non, on est dans le futur. On est dans le futur. On enregistre dans le passé. Barry Run. Regardez Flash, c'est tellement bien la nouvelle saison. On est dans le passé. C'est déjà fini. Ah oui. C'est vrai. Putain, quelle saison, elle était vraiment ouf avec sa guitare et tout. Enfin bref. Le final. Oh, voilà, on en parle même pas tellement c'est ouf. Sinon, plus sérieusement, pour finir cette émission une fois, nous on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 12 juin, donc exactement 2 semaines après. Dans un mois maintenant qu'on enregistre. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, je vous rappelle qu'on est le 7 janvier. C'est chaud. 2017, bien sûr. Est-ce qu'il dit couper son micro? 8, oui. Donc, Comics Club, Bouya. Voilà. Twitter pour tout le monde, Instagram pour certains, LinkedIn, LinkedIn tout à fait, ouais. Mais Snapchat, sinon, Vimeo, Mastodon, Snapchat. Vous avez d'autres encore là. WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pinterest aussi. On a quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Pokémon Go. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Sur PlayStation Network. PlayStation Network, bien sûr. Xbox Live, Grindr. Battle.net. Sur Steam aussi. Battle.net, Grindr, Tinder. Oui, Bonheur aussi. Mythique. Hornet, très important. Glidden. MySpace, Copain d'avant. Bien sûr. De toute façon, j'ai vu que Nivrae était sur Swarn, donc c'est comme quoi. Ça existe encore. Pas ce soir sur Foursquare. Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. Un petit tour du côté de chez Swarn. Oui. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait par exemple Wet Watchers, on peut avoir ça. ICQ, IRC, MSN Messenger. Discord, bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Caramel, Slack, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut avoir? J'ai plus d'appli, là, c'est fini. Shazam, ça parle de comics. Hangout, bien sûr. Écoutez, c'est à peu près tout, hein.
Mm.